Deux pauvres sœurs jumelles attendent chaque jour à la gare, une photo à la main. Le jeune milliardaire, curieux, demande « Je vous vois ici tous les jours. Qui attendez-vous » Elles répondent « Notre père. » Cette photo, c'est lui quand il était jeune. Il regarde la photo et tombe à genoux. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le train de 6h15 ralentit en approchant de la gare de Hillside. Wesley rangea les documents qu'il examinait dans sa mallette en cuir marron et ajusta sa cravate bleu marine. Le voyage avait été productif, 2 contrats signés, un nouveau partenariat conclu. Des chiffres qui faisaient sourire les actionnaires, mais ne réchauffaient en rien son appartement vide. La gare de Hillside n'était qu'une correspondance, un autre point sur la carte de ses constants voyages d'affaires. Rien de spécial. Des murs en briques rouges, une vieille horloge au perché sur le mur principal, des rangées de bancs verts sous un toit métallique. Wesley connaissait bien l'endroit. Cela avait été son arrêt 3 fois par semaine au cours des 8 derniers mois. « Nous sommes arrivés, monsieur », annonça le contrôleur avec ce formalisme étudié. Prochaine correspondance dans 40 minutes. Wesley descendit du wagon et sentit l'air froid de l'après-midi sur son visage. Il ajusta son manteau sur son bras et serra fermement sa mallette. Il envisagea de se rendre au café de la gare pour relire le contrat de sa prochaine réunion. Café noir sans sucre, ordinateur portable ouvert, feuille de calcul, sa routine parfaite. C'est alors qu'il les vit pour la première fois. 2 petites filles, assises côte à côte sur l'un des bancs verts, seules. La plus grande portait un manteau rouge à boutons dorés. La plus petite avait un ruban bleu dans les cheveux. Quelque chose dans cette scène le troubla. De 6 jeunes enfants, toutes seules dans une gare. Étrange. Wesley hésita, balaya les alentours du regard, cherchant un adulte accompagnateur, mais ne vit personne. Il haussa les épaules et continua vers le café. La semaine suivante, elles étaient de nouveau là. Même heure, même banc. La fillette au manteau rouge tenait soigneusement un morceau de papier, comme s'il s'agissait d'un objet précieux. Toutes deux surveillaient attentivement chaque arrivée de train. La 3e semaine, Wesley les cherchait déjà du regard dès qu'ils descendaient du train. Et elles étaient là, sentinelles fidèles à leur poste vert. La scène l'intriguait. Il y avait quelque chose à la fois de triste et de beau dans cette attente. La 4e semaine, sa curiosité l'emporta sur sa réserve habituelle. Au lieu de se diriger vers le café, Wesley marcha vers le banc vert. Les fillettes le regardèrent approcher, les yeux alertes et curieux. Elles ne semblaient pas effrayées, juste légèrement méfiantes. « Attendez-vous quelqu'un » demanda Wesley, la voix un peu rauque, peu habituée à engager la conversation. Les deux se regardèrent rapidement, comme pour débattre en silence si elles devaient répondre. Ce fut la plus grande qui parla la première, « Notre père. » Cette photo, c'est lui quand il était jeune, dit-elle en retournant le papier qu'elle tenait, révélant une photographie. Il est parti en train chercher du travail. Maman a dit qu'un jour il reviendrait. La plus petite ajouta d'une voix douce, « On vient ici pour qu'il ne passe pas sans nous voir quand il arrivera. » Wesley regarda la photo et le monde autour de lui sembla se figer. Le bruit de la gare disparut. Les annonces des haut-parleurs se transformèrent en un murmure lointain. Ses mains devinrent froides malgré la journée tiède. La photo montrait un visage que Wesley ne connaissait que trop bien. Un visage qui appartenait à ses plus anciens souvenirs. Un visage qu'il n'avait pas vu depuis des années, mais jamais oublié. Conrad, son frère. Wesley tenta de garder une expression neutre, mais son cœur battait fort contre ses côtes. « C'est une jolie photo », parvint-il à dire, sa propre voix lui paraissant étrange. « Comment vous appelez-vous »« Je m'appelle Ivy », dit la plus grande, celle au manteau rouge. « Et moi, c'est June », ajouta la plus petite au ruban bleu. Ivy montra la photo avec fierté. « Maman a dit qu'il est très intelligent et beau, qu'il trouverait vite un bon travail et qu'ensuite il reviendrait nous chercher. » Wesley étudia la photo plus attentivement. C'était bien Conrad, plus jeune que la dernière fois que Wesley l'avait vu. Le même sourire en coin hérité de leur père. Les mêmes yeux qui semblaient toujours regarder au-delà de l'horizon, cherchant quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. « Vous venez souvent ici » demanda Wesley, essayant de cacher le tremblement dans sa voix. « 3 fois par semaine » répondit June en balançant ses jambes qui ne touchaient pas le sol. « Notre voisine, Madame Miller, nous amène. Elle est là-bas, en train de prendre un café, dit-elle en désignant le snack de la gare. Maman travaille beaucoup, expliqua Ivy. Elle ne peut pas attendre tous les jours, mais nous, si.
La simplicité de cette déclaration frappa Wesley comme un coup de poing. La confiance inébranlable des enfants, leur certitude que leur père reviendrait, leur loyauté dans l'attente. « Est-il parti depuis longtemps » demanda Wesley, son esprit s'emballant dans de multiples directions. « Très, très longtemps » dit June en fronçant les sourcils, comme si elle essayait de calculer. « J'étais toute petite. » « Mais il nous envoie des cartes de Noël » ajouta rapidement Ivy, comme pour défendre son père absent. « Et des cadeaux d'anniversaire. » Wesley savait que cela ne pouvait pas être vrai. Conrad avait disparu depuis des années. Aucun contact, aucune trace. Quelque chose s'agita en lui. Des souvenirs qu'il avait enfermés dans une partie lointaine de son esprit. La maison où ils avaient grandi. Disputes fraternelles, rires, projets d'avenir, puis l'éloignement. Wesley gravissant la montagne de l'entreprise sans jamais regarder en arrière. Conrad suivant son propre chemin, plus simple, plus libre. Leur dernière conversation avait eu lieu par téléphone. Des mots durs avaient été échangés. Des accusations avaient été lancées. Le silence avait grandi jusqu'à devenir oubli. Aucun d'eux n'avait jamais rappelé. Les années passèrent. Leurs vies prirent des chemins différents. Et maintenant, deux petites filles étaient assises sur un quai de gare, attendant quelqu'un qui ne revenait jamais. « Combien de temps restez-vous ici » demanda Wesley. « Jusqu'au dernier train » répondit Ivy en regardant les voies. « Parfois, il arrive tard » a dit maman. Wesley sentit une oppression dans sa poitrine. Leur innocence, leur attente, les pieux mensonges que quelqu'un leur racontait pour les protéger de la vérité. Une annonce retentit dans les haut-parleurs. Le prochain train arrivait. Wesley vérifia sa montre, sa correspondance. « Je dois y aller » dit-il en ajustant sa mallette. « C'était un plaisir de vous rencontrer, Ivy et June. » Les fillettes firent un signe de la main avec des sourires identiques. Des sourires qui lui rappelaient quelqu'un. Wesley se tourna et se dirigea vers le quai opposé où son train attendait. À l'intérieur du wagon, il ne parvenait pas à se concentrer sur son travail. L'image des deux fillettes attendant restait dans son esprit, et la photo de Conrad, jeune, souriant, plein d'espoir. Conrad, son frère, le frère avec qui il avait grandi, le frère qu'il avait perdu par choix, le frère qui, apparemment, avait une famille puis avait disparu. Wesley sortit son téléphone et fit défiler sa liste de contacts. Le numéro de Conrad y était toujours, jamais effacé, jamais utilisé. Son doigt plana sur le bouton d'appel, hésitant. Le train entra dans un tunnel et le signal chuta. Wesley remit le téléphone dans sa poche et regarda par la fenêtre, ne voyant que son propre reflet dans la vitre sombre. Quand le train émergea du tunnel, le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel d'orange et de rose. Les lumières de la ville commençaient à scintiller au loin. Wesley retourna au contrat ouvert sur son ordinateur portable, mais les mots et les chiffres n'avaient plus de sens. L'image des deux fillettes, de la photo de son frère perdu. Tout se mélangeait dans son esprit, l'empêchant de se concentrer. Qu'était-il arrivé à Conrad? Pourquoi ces fillettes l'attendaient-elles? Qui était leur mère? Des questions sans réponse. Et assis dans ce train qui l'emmenait loin de la gare, loin des fillettes, loin du passé qui était revenu comme un fantôme, Wesley sut qu'il reviendrait. Pas seulement pour prendre sa correspondance habituelle, mais pour découvrir la vérité, obtenir des réponses, comprendre ce qui était arrivé à Conrad, et peut-être, juste peut-être, apprendre quelque chose sur lui-même au passage. Wesley ne put dormir cette nuit-là. Les visages des fillettes à la gare hantaient ses pensées. Ivy et June, deux nièces dont il ignorait l'existence. Fille de Conrad, le frère avec qui il avait perdu tout contact. Il se leva avant l'aube, se prépara une tasse de café fort et s'assit devant son ordinateur. L'écran illuminait son visage dans l'appartement encore sombre. Il annula les réunions de la journée par un rapide courriel. « Affaires familiales urgentes », écrivit-il à sa secrétaire. C'était la première fois depuis des années qu'il utilisait la famille comme excuse. Sa première démarche fut de rechercher le nom de Conrad dans les bases de données publiques. Son frère n'était pas du genre à laisser une trace numérique. Il avait toujours préféré vivre en marge du système. Pas de réseaux sociaux, pas de compte de messagerie connu. Conrad était un fantôme numérique, exactement comme il le voulait. Wesley prit le téléphone et appela un ancien contact. « Martin, c'est Wesley. J'ai besoin d'une faveur. » Martin était un détective privé, un homme discret que Wesley avait engagé quelquefois pour vérifier les antécédents de partenaires commerciaux potentiels. Il n'aurait jamais imaginé utiliser les services de Martin pour retrouver son propre frère. « Envoie-moi les détails par courriel » dit Martin.
Et ça va coûter plus cher que d'habitude, vu l'urgence. L'argent n'est pas un problème, répondit Wesley en raccrochant. Dans les heures qui suivirent, Wesley fouilla dans des tiroirs qu'il n'avait pas ouverts depuis des années. Il trouva une boîte de vieilles photographies. Lui et Conrad à la plage, adolescents, tous deux à leur remise de diplôme de lycée. La dernière photo ensemble, à l'anniversaire de leur mère. Peu avant que Wesley ne déménage pour son premier poste de direction. Il scanna l'une des photos et l'envoya par courriel à Martin, avec toutes les informations qu'il avait sur Conrad. Ce n'était pas grand-chose, âge, dernière adresse connue, dernier emploi. Toute une vie réduite à quelques courts paragraphes. La réponse de Martin arriva 2 jours plus tard, plus vite que Wesley ne s'y attendait. « J'ai trouvé quelques trucs sur ton frère », dit la voix rauque au téléphone. « Pas grand-chose, mais assez pour commencer. Je t'ai envoyé le dossier par courriel. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» Wesley hésita un instant. « Je le suis », répondit-il finalement. Le dossier contenait des fragments de la vie de Conrad au cours des dernières années. Emploi temporaire, adresse changeant tous les quelques mois, puis quelque chose de plus solide. Conrad avait vécu pendant près de 2 ans dans une maison de location en périphérie de la ville avec une femme nommée Margot Klein. Wesley lut et relut le nom. Margot, la mère des fillettes. Ce devait être elle. Martin avait inclus une copie du contrat de location. Seulement 2 noms, Conrad Wilson et Margot Klein. Aucune mention d'enfant. « Peux-tu découvrir où vit cette Margot maintenant ?» demanda Wesley lors d'un nouvel appel. « Je l'ai déjà fait », répondit Martin. C'est dans le rapport, page 3. Elle a déménagé il y a 5 ans dans un petit appartement du district A. Elle travaille comme couturière dans un atelier de retouche au centre commercial Riverside. Wesley le remercia et raccrocha. Il regarda l'adresse sur l'écran, un quartier simple, loin du centre, loin des endroits qu'il fréquentait, un monde différent du sien. Dans les jours qui suivirent, Wesley reprit sa routine de travail. Mais quelque chose avait changé. En réunion, il se surprenait à penser aux fillettes sur le quai. Pendant les trajets en train, il regardait par la fenêtre, se demandant où pouvait bien être Conrad. La nuit, il relisait le rapport de Martin, cherchant des indices qu'il aurait pu manquer. Une semaine plus tard, il prit une décision. Il enfila des vêtements simples, un jean, une chemise bleue unie, une veste en cuir usé qu'il utilisait rarement. Il conduisit lui-même. Au lieu d'utiliser son chauffeur habituel, il dit à sa secrétaire qu'il serait indisponible toute la journée. Il se rendit d'abord au centre commercial Riverside, un endroit modeste avec de petites boutiques et des cafés bon marché. Il trouva facilement l'atelier de retouche. Derrière le comptoir, une femme d'âge moyen aidait une cliente. Ce n'était pas Margot, Wesley avait obtenu sa photo de Martin. Il attendit dehors, feignant de s'intéresser aux vitrines voisines. 1 heure plus tard, il vit une femme aux cheveux bruns bouclés quitter la boutique. Il vérifia la photo sur son téléphone pour confirmer que c'était bien elle, Margot. Il la suivit à distance, observant comment elle se déplaçait d'un pas rapide et déterminé. Elle acheta un sandwich dans un snack bar, puis s'arrêta dans une pharmacie. Les gestes routiniers d'une vie ordinaire. Wesley se sentit comme un intrus, un voyeur dans la vie de quelqu'un d'autre. Il se demanda s'il devait aborder Margot sur le champ, se présenter, poser les questions qui le taraudaient. Mais quelque chose le retenait. Ce n'était pas seulement la curiosité qui le poussait. C'était la culpabilité. Culpabilité de s'être éloigné de Conrad. D'avoir manqué des années de sa vie. De ne pas avoir été là quand son frère avait eu besoin de lui. D'avoir privilégié sa carrière, son succès, son argent au lien du sang. Quand Margot monta dans un bus, Wesley retourna à sa voiture. Il ne la suivrait pas plus loin ce jour-là. Il avait l'adresse. Il savait où la trouver quand il serait prêt. Pendant 3 jours, Wesley lutta avec lui-même. Devait-il chercher Margot? Se présenter comme le frère de Conrad? Que dirait-il aux fillettes s'il les rencontrait? Comment expliquerait-il son absence pendant toutes ces années? Des questions sans réponse facile. Mercredi, Wesley se rendit dans le quartier où vivait Margot. Il se gara à 2 pâtés de maison et marcha lentement, sentant le poids de chaque pas. L'immeuble était simple mais bien entretenu, murs en briques apparentes, 3 étages, pas d'ascenseur, un pot de géranium près de l'entrée, un vélo d'enfant enchaîné à la rampe d'escalier. Wesley s'arrêta devant l'immeuble, levant les yeux vers les fenêtres du 2e étage. Derrière ces rideaux bon marché se trouvaient les réponses qu'il cherchait, et peut-être encore plus de questions. Quelque chose en lui, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années,
lui disait qu'il devait entrer, sonner à la porte et affronter le passé qu'il avait retrouvé sous la forme de 2 fillettes sur un quai de gare. Ce n'était pas la curiosité qui le menait là. C'était la culpabilité, une vieille culpabilité profonde qu'il portait comme une pierre dans sa poche. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la rue calme. Wesley fit un pas vers l'entrée de l'immeuble, puis un autre. Son cœur battait dans sa poitrine. Il était temps d'affronter ce qu'il avait laissé derrière lui. Wesley resta immobile devant l'immeuble, contemplant les fenêtres du 2e étage. Le vélo d'enfant enchaîné à la rampe confirmait ce qu'il savait déjà. Des enfants vivaient là, ses nièces. Une rafale de vent froid le frappa. Mais ce n'était pas le vent qui le faisait frissonner. C'était le poids des souvenirs revenant comme une vague, balayant des années de distance. Il se souvint de la chambre qu'il partageait enfant. 2 lits séparés par une petite table de nuit. Celui de Conrad, toujours en désordre, couvert de livres et de carnets de croquis. Le sien, toujours impeccable, avec les livres rangés par ordre alphabétique. « Tu dois apprendre à te détendre, Wesley », disait Conrad en lançant une chaussette roulée en boule au plafond. La vie n'est pas une feuille de calcul. Conrad avait toujours été comme ça, léger, libre, insouciant de l'avenir, tandis que Wesley planifiait chaque étape depuis l'âge de 12 ans. La maison où ils avaient grandi n'était ni grande ni luxueuse, mais elle était pleine de vie. Leur père, mécanicien, rentrait sentant la graisse, racontant des histoires drôles sur les clients. Leur mère, enseignante, avait toujours un nouveau livre à partager avec eux. Ils étaient heureux, même sans beaucoup d'argent. Wesley s'appuya contre le lampadaire en face de l'immeuble, toujours incapable d'approcher la porte. Les souvenirs affluaient maintenant comme des scènes d'un film oublié depuis longtemps. Les étés au chalet du lac, empruntés à un oncle. Conrad plongeant sans crainte de la hauteur. Wesley calculant l'angle parfait pour sauter. La compétition pour savoir qui nagerait le plus loin. Les nuits à pêcher sous les étoiles. Le Noël où ils avaient eu un vélo à partager. Conrad insistant pour que Wesley l'utilise en premier, même si Wesley était plus jeune. « Tu en profiteras plus que moi », avait-il dit avec cette générosité naturelle qu'il avait toujours eue. Wesley sourit à ce souvenir. Conrad avait toujours été le meilleur des deux, le plus gentil, le plus honnête. Quand leur mère tomba malade, Wesley avait 15 ans, Conrad 17. C'était le frère aîné qui lui rendait visite tous les jours à l'hôpital. Wesley s'enterra dans les études, les examens, la planification de l'avenir. C'était sa façon de gérer la peur. « Elle a demandé de tes nouvelles aujourd'hui », disait Conrad en rentrant. Jamais accusateur, juste un rappel. Leur mère se rétablit, mais quelque chose avait changé entre les frères. Une petite fissure que personne ne remarqua. Le début de leur séparation. Wesley partit à l'université avec une bourse complète. Commerce, économie, finance. Il étudiait 16 heures par jour et rentrait de moins en moins souvent à la maison. Conrad termina le lycée sans grand projet. Travailla comme serveur, puis comme assistant dans une imprimerie. « Je découvre le monde », disait-il quand leur père lui demandait pour l'université. Il y a plusieurs façons d'apprendre. Wesley décrocha un stage dans un cabinet de conseil dès sa 2e année. Il fut promu avant même d'être diplômé. Il emménagea dans un petit appartement près du travail. « Tu devrais venir plus souvent », disait leur père au téléphone. « Ta mère s'ennuie de toi. »« Je suis occupé », répondait Wesley. « Le mois prochain sera mieux. » Mais le mois prochain n'arrivait jamais. Quand leurs parents moururent dans un accident de voiture en rentrant d'un week-end, les frères étaient déjà presque des étrangers. Wesley organisa les funérailles avec une efficacité pratique. Conrad pleura ouvertement, étreignant amis et parents. « Tu ne pleures plus ?» demanda Conrad le soir après l'enterrement, alors qu'il vidait la maison d'enfance. « Pleurer n'aide pas », répondit Wesley. « Nous devons aller de l'avant. » Conrad le regarda comme s'il voyait un étranger. « Qui es-tu, Wesley ? Qu'est-il arrivé à mon frère ?» Wesley ne répondit pas. Il n'y avait pas de réponse. Ou peut-être y en avait-il une, mais il n'était pas prêt à l'admettre. La rupture finale se fit naturellement. Wesley vendit la maison de leurs parents, partagea l'argent avec Conrad, puis partit pour un meilleur poste dans une autre ville. Leurs appels devinrent plus courts et plus rares. Les messages d'anniversaire devinrent rigides, les cartes de Noël génériques. Il n'y eut pas de dispute définitive, pas d'argument explosif marquant un avant et un après, juste un silence grandissant jour après jour, mois après mois, jusqu'à ce qu'il se transforme en oubli. Un oubli que Wesley encouragea en se plongeant dans le travail pour s'échapper de lui-même. Debout devant ce simple immeuble qui abritait maintenant une partie de sa famille,
Wesley s'autorisa enfin à se poser la question qu'il avait évitée pendant des années. Cela en valait-il la peine? Les grands appartements où il vivait, toujours seul. Les voitures qu'il achetait et conduisait à peine. Les voyages d'affaires dans des endroits qu'il n'avait jamais le temps d'explorer. Les femmes qui passaient dans sa vie, ne laissant aucune trace, sauf du parfum sur les draps. Le bureau d'angle avec vue sur le fleuve. Le respect de collègues qui n'étaient en réalité que des concurrents attendant qu'il trébuche. L'argent s'accumulant sur des comptes qui ne servaient jamais ses vrais besoins. Cela valait-il la peine d'abandonner tout cela pour les sourires de Conrad, pour la chance de rencontrer ses nièces, pour avoir une vraie famille? Wesley passa une main sur son visage, sentant la rudesse de sa barbe naissante. Il ne portait pas son costume italien sur mesure. Il n'était pas protégé par sa secrétaire efficace. Il n'était pas caché derrière son bureau en acajou. Il était juste Wesley, le frère de Conrad. L'oncle de 2 petites filles attendant sur un quai de gare impair qui ne revenait pas. Une femme passa près de lui sur le trottoir, lui lançant un regard suspicieux. Wesley réalisa qu'il devait paraître étrange, debout là depuis si longtemps. Il fit quelques pas vers la porte de l'immeuble, puis s'arrêta de nouveau. Que dirait-il? Comment se présenterait-il? « Bonjour, je suis l'oncle que vous n'avez jamais connu parce que j'étais trop occupé à être important. » Le soleil se couchait lentement et les premières lumières s'allumaient aux fenêtres de l'immeuble. Quelque part à l'intérieur, Margot préparait le dîner pour ses filles. Les filles de Conrad. Les nièces de Wesley dont il ignorait l'existence. La culpabilité lui serra la poitrine comme un poing invisible. Pas seulement pour avoir perdu le contact avec Conrad, mais pour avoir perdu tant de temps, pour avoir choisi le chemin qui semblait juste mais qui l'avait éloigné de ce qui comptait vraiment. Wesley prit une profonde inspiration et regarda le ciel qui s'assombrissait. Il était temps de laisser le passé derrière lui. Il était temps de découvrir ce qui était arrivé à son frère. Il était temps de rencontrer sa famille. Il fit un pas vers l'entrée de l'immeuble, puis un autre et un autre. Wesley monta lentement les 2 étages, comptant chaque marche comme si cela pouvait retarder l'inévitable. Le couloir du 2e étage était étroit, avec du papier peint qui se décollait dans les coins et des luminaires simples diffusant une lueur jaunâtre. Appartement 204. La porte était en bois ordinaire, avec un petit judas à hauteur des yeux et un paillasson usé sur le seuil. Il leva la main pour frapper, mais hésita. Que faisait-il ici? Que espérait-il trouver? Des réponses, la rédemption, une connexion avec le frère qu'il avait perdu? Il prit une profonde inspiration et frappa 3 fois. Des coups fermes, confiants, très différent du tumulte qu'il ressentait à l'intérieur. Pendant un instant, il n'y eut pas de réponse, juste le silence et le son lointain d'une télévision dans un autre appartement. Wesley se sentit presque soulagé. Peut-être que personne n'était à la maison. Peut-être qu'il pourrait reporter cette confrontation, réorganiser ses pensées, préparer un meilleur discours. Puis il entendit des pas légers s'approcher. Une voix féminine demanda « Qui est-ce » Wesley déglutit difficilement. Je m'appelle Wesley Wilson. Je dois parler à Margot Klein. Le judas s'ouvrit et une paire d'yeux bruns l'observa avec prudence. Après un moment, on entendit le bruit d'une chaîne qu'on retirait, suivi du clic de la serrure. La porte s'ouvrit partiellement, toujours tenue par une chaîne de sécurité. La femme qui le regardait à travers l'entrebâillement avait des cheveux bruns attachés en un chignon désordonné. Elle portait un simple t-shirt et un pantalon de survêtement. Ses yeux, malgré la suspicion initiale, étaient bienveillants. « Je suis Margot. Que voulez-vous » Wesley se redressa, sentant le poids de ce moment. Des années de distance, de choix et de silence concentrés en un seul instant. « Je suis Wesley. Le frère de Conrad. » Les yeux de Margot s'écarquillèrent de surprise sincère. La suspicion laissa place à la confusion. Elle ferma brièvement la porte, non pas pour le bloquer, mais pour retirer la chaîne de sécurité. Quand la porte s'ouvrit complètement, son visage révéla un choc que Wesley n'avait pas prévu. Conrad n'a jamais mentionné qu'il avait un frère. Ces mots frappèrent Wesley comme un couteau silencieux, coupant profondément quelque chose de vital en lui. Ses yeux piquèrent. Il sentit le sang quitter son visage. Pendant un instant, le couloir sembla tourner autour de lui. Conrad n'avait jamais parlé de lui, jamais mentionné son existence, comme si Wesley avait été effacé de la vie de son frère. Ce n'était pas seulement de l'oubli. C'était une suppression délibérée, une absence choisie. Puis-je entrer ? Parvint-il à demander, sa propre voix lui paraissant étrange. Margot hésita un instant, l'analysant attentivement. Puis elle hocha la tête et s'écarta.
Les filles ne sont pas là, dit-elle, comme si cela expliquait sa décision. Elles sont au cours de ballet avec la voisine. Wesley entra dans un petit couloir qui menait directement au salon. L'appartement était modeste mais confortable. Un espace de vie combiné et une cuisine ouverte, le tout dans un espace bien organisé. Un canapé avec des coussins colorés. Une table à manger pour 4. Des plantes dans des pots en céramique peints à la main. Des dessins d'enfants collés au réfrigérateur avec des aimants vifs. Un foyer. Un vrai foyer. Voulez-vous un café ? Offrit Margot, brisant le silence inconfortable. Wesley hocha la tête, assimilant toujours l'impact de cette première révélation. Conrad n'avait jamais mentionné avoir un frère, comme si une partie entière de sa vie avait été effacée, comme si Wesley n'avait jamais existé. Sucre ? Demanda Margot en allumant la cafetière. Non merci. Noir. Elle désigna le canapé. Asseyez-vous. Désolé pour le désordre. Avec des petits-enfants, c'est difficile de garder les choses en ordre. Wesley regarda autour de lui. Il n'y avait pas de vrai désordre, juste des signes de vie. Un livre d'enfant ouvert sur la table basse, une poupée oubliée dans un coin du canapé, un petit manteau drapé sur une chaise, des signes d'une famille. Il s'assit sur le canapé pendant que Margot préparait le café. Il l'observa discrètement. Elle se déplaçait avec une efficacité précise. Des mains petites mais fortes, des doigts marqués par le travail de couturière. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda-t-elle en apportant 2 tasses de café et en s'asseyant sur la chaise en face de lui. « J'ai engagé un détective privé, » répondit Wesley honnêtement. Après avoir vu les filles à la gare. Les yeux de Margot s'écarquillèrent. « Vous avez rencontré Ivy et June ?» À la gare, elles attendaient. Wesley hésita. Elles attendaient Conrad. Margot baissa les yeux sur sa tasse, un sourire triste aux lèvres. Elles y vont 3 fois par semaine. Madame Miller, notre voisine, les emmène quand elle peut. Je n'ai pas eu le cœur de les en empêcher. Une pause tendue s'ensuivit. Wesley but une gorgée de café, fort et bien fait. Qu'est-il arrivé à Conrad ? Demanda-t-il finalement. Margot prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. Quand elle parla, sa voix était calme mais portait un poids ancien. J'ai rencontré Conrad à l'imprimerie où il travaillait. J'avais apporté des échantillons de tissu pour faire des cartes de visite pour mon travail de couture. Il m'a aidé. Elle sourit à ce souvenir. Conrad avait cette façon de vous faire sentir spécial. Vous savez, comme si ce moment, cette conversation, était la chose la plus importante au monde pour lui. Wesley le savait bien. Conrad avait toujours eu ce don d'être pleinement présent, quelque chose que Wesley n'avait jamais maîtrisé. Nous avons commencé à nous voir. Tout a été très rapide et intense. En 3 mois, nous vivions ensemble. Il était gentil, drôle, un rêveur. Margot marqua une pause, glissant une mèche rebelle derrière son oreille. Ses emplois ne duraient jamais très longtemps. Il y avait toujours un problème. Le patron était injuste. Le travail était ennuyeux. Il méritait mieux. Conrad avait de grands rêves, mais jamais de plan pour les réaliser, termina Wesley. Margot le regarda avec surprise, puis hocha la tête. Exactement. Un soir, il est rentré en disant qu'il avait entendu parler d'une opportunité incroyable dans une autre ville, une maison d'édition recrutait. C'était son emploi de rêve, travailler avec des livres, avec l'art. Elle prit une autre profonde inspiration avant de continuer. Nous avons eu une dispute, pas une grosse dispute, mais j'étais fatigué de recommencer, de vivre d'espoir. J'ai dit des choses que je regrette. Le lendemain, quand je suis rentré du travail, j'ai trouvé un mot. Il disait qu'il partait saisir cette opportunité et qu'il serait de retour dans quelques jours, une semaine tout au plus, une fois qu'il aurait de bonnes nouvelles. Sa voix trembla légèrement. C'était il y a presque 6 ans. Wesley sentit un nœud dans sa gorge. 6 ans. Les fillettes semblaient avoir environ 5, peut-être 6 ans. Une semaine plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte, poursuivit Margot, confirmant le calcul mental de Wesley. J'ai essayé tous les numéros que j'avais de lui, envoyé des messages. Rien. Au début, j'ai craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose, un accident. Puis j'ai commencé à penser que peut-être qu'il avait juste décidé de ne pas revenir. Elle parla sans apitoiement, énonçant simplement un fait douloureux. Conrad est parti chercher un travail et n'est jamais revenu. J'ai découvert que j'étais enceinte après son départ. Il ne l'a jamais su. Wesley sentit le poids de ces mots. Conrad ne savait même pas qu'il allait être père.
n'avait jamais rencontré ses filles, n'avait jamais su pour les deux petites filles qui l'attendaient fidèlement à la gare. Avez-vous essayé de le chercher? La police? J'ai déposé une déclaration de personne disparue, répondit Margot. Mais sans détail sur sa destination, il ne pouvait pas faire grand-chose. J'ai pensé à engager un détective, comme vous, mais je n'en avais pas les moyens. Elle désigna l'appartement simple. Quand j'ai appris qu'elles étaient jumelles, c'était effrayant, moi, seul et sans famille proche, attendant 2 bébés. Mais j'ai réussi. J'ai un emploi stable maintenant. Des voisins qui aident. Les filles sont en bonne santé et heureuses. Wesley regarda de nouveau autour de lui, cette fois avec de nouveaux yeux. Ce qui semblait autrefois un simple appartement ressemblait maintenant à un monument à la force de Margot. Élever 2 filles seules, construire un foyer sûr, rester forte malgré l'abandon. C'est alors qu'il remarqua la photo sur l'étagère à côté de la télévision, la même photo qu'il avait vue dans les mains des fillettes à la gare. Conrad, plus jeune, souriant de ce sourire insouciant qu'il avait toujours eu. Wesley se leva et s'approcha de la photo. Les mêmes yeux, les mêmes cheveux rebelles, le même menton déterminé que les filles avaient hérité de leur père. Elles adorent cette photo, dit Margot en le rejoignant. C'est la seule image de leur père qu'elles aient. Wesley toucha doucement le cadre, comme s'il craignait qu'il ne se brise. Que leur avez-vous dit à propos de Conrad? Margot croisa les bras dans un geste protecteur inconscient. Au début, elles étaient trop jeunes pour demander. Quand elles ont commencé à remarquer que les autres enfants avaient des pères, je leur ai dit qu'ils travaillaient loin. Qu'un jour, ils rentreraient à la maison. Elle laissa échapper un long soupir. Elle pense qu'ils travaillent juste loin. Je n'ai jamais su comment dire qu'ils pourraient ne pas revenir. Ses yeux rencontrèrent ceux de Wesley, cherchant la compréhension. Ce n'est pas exactement un mensonge. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il travaille quelque part. Peut-être qu'il est. Elle ne termina pas la phrase. Alors elles ont commencé à aller à la gare, conclut Wesley. C'était leur idée. Un jour, Ivy a demandé comment leur père rentrerait à la maison, et j'ai dit sans réfléchir, probablement en train. La semaine suivante, elles ont demandé à aller à la gare pour voir si papa arrivait. Je pensais que ce serait une fois, qu'elles oublieraient vite. Mais l'espoir est devenu un moyen de survivre, dit Wesley. Margot le regarda, surprise, puis hocha lentement la tête. Oui, leur espoir est devenu quelque chose de précieux, quelque chose que je n'ai pas eu le cœur de détruire. Wesley se rassit, sentant le poids de son histoire. Conrad avait complètement disparu, laissé une femme enceinte derrière lui, ne sachant jamais qu'il serait père, ne la contactant plus jamais, et n'ayant jamais mentionné une seule fois qu'il avait un frère. Le silence s'étira entre eux pendant un long moment, lourd de questions non posées, de chemins non empruntés, de possibilités perdues. « Pourquoi êtes-vous ici, Wesley ?» demanda finalement Margot. Après tout ce temps, pourquoi chercher Conrad maintenant? C'était une question juste. Wesley n'avait pas de réponse toute prête, ou peut-être en avait-il plusieurs, toutes incomplètes. Je pensais que je pourrais aider à le retrouver, dit-il, réalisant à quel point cela sonnait à moitié vrai. Il y a quelque chose que vous ne me dites pas, observa Margot, les yeux soudain perçants. Y a-t-il eu des nouvelles de lui? Wesley réalisa que Margot était bien plus perspicace qu'elle n'en avait l'air. Une mère célibataire élevant 2 filles seules ne se laisserait pas facilement berner. Non, répondit-il en soutenant son regard, aucune nouvelle de lui. Cela, du moins, était vrai. Il n'y avait eu aucune nouvelle récente. Ce qu'il savait, ou soupçonnait, remontait à des années, et il n'était pas prêt à partager cette possibilité. Pas encore. Pas avant d'être certain. Vous avez d'autres questions, dit Margot. Je le vois dans vos yeux. Wesley hésita. Il avait tant de questions. Tant de vides à combler. Tant de pièces manquantes. Conrad a-t-il déjà parlé de moi? Demanda-t-il finalement, connaissant la réponse mais ayant besoin de l'entendre. Margot secoua lentement la tête. Jamais. Il parlait très peu de sa famille en général. Il a mentionné que ses parents étaient décédés, mais n'a jamais parlé de frère ou sœur. J'ai toujours supposé qu'il était fils unique. Chaque mot était comme une petite coupure. Conrad avait effacé Wesley de son récit, supprimé son frère aîné de son histoire. La douleur de cela était plus profonde que Wesley ne s'y attendait. Je vois, fut tout ce qu'il put dire. Vous étiez-vous disputé? Demanda Margot doucement. Wesley regarda ses mains, des mains propres, bien soignées, qui n'avaient jamais connu les callosités ni les taches de graisse comme celles de son père. Des mains qui signaient des contrats mais n'avaient jamais bercé un enfant pour l'endormir.
Il n'y a pas eu de grosse dispute, répondit-il. Nous avons juste pris des chemins différents. J'ai pris une direction, il en a pris une autre. Et un jour, nous avons réalisé qu'il n'y avait plus de chemins qui se croisaient. C'était la vérité, bien qu'incomplète. Il y avait plus de culpabilité qu'il ne pouvait l'admettre à voix haute. Plus de responsabilité, plus de regrets. Il était seul, dit Margot doucement. Même au milieu d'une foule, entourée de gens, Conrad semblait chercher quelque chose qui manquait. Wesley hocha la tête en silence. Conrad avait toujours été ainsi, agité, cherchant quelque chose au-delà de l'horizon, quelque chose qui n'existait peut-être même pas. Le bruit d'une clé dans la serrure l'y interrompit. Margot se leva rapidement. « Ce sont les filles, dit-elle avec une pointe de nervosité. Je ne savais pas qu'elles rentreraient si tôt. Wesley se leva aussi, soudain alarmé. Il n'était pas prêt pour ça. Pas maintenant. Pas comme ça. Margot sembla sentir sa panique. Vous pouvez rester, dit-elle. Ou vous pouvez partir si vous préférez. Mais si vous restez, je ne dirai pas qui je suis, termina Wesley. Pas encore. Elle hocha la tête, reconnaissante de sa compréhension. La porte commença à s'ouvrir. La porte s'ouvrit complètement et deux petites silhouettes firent irruption comme un tourbillon de couleurs claires, boucles rebondissantes, sacs à dos roses et violets, chaussons de ballet pendant à leurs épaules. Elles se figèrent toutes les deux en voyant Wesley debout dans le salon, comme si elles avaient répété un arrêt synchronisé parfait. « C'est qui, maman ?» demanda celle en pull bleu, June, que Wesley reconnut de la gare. Avant que Margot ne puisse répondre, Ivy, l'autre fillette, fit un pas en avant, les yeux s'écarquillant de reconnaissance. « Je te connais. Tu nous as parlé à la gare. » Le cœur de Wesley s'emballa. Il ne s'attendait pas à être reconnu si facilement. Il hocha la tête avec un petit sourire. « Oui, nous nous sommes rencontrés là-bas. » Margot regarda de Wesley aux fillettes, clairement surprise par cette connexion existante. « C'est Monsieur Wesley, expliqua-t-elle soigneusement. Il connaissait votre père. » Wesley retint son souffle. Ce n'était pas exactement un mensonge, mais cela créait une attente qu'il n'était pas sûr de pouvoir combler. Les yeux des fillettes s'illuminèrent instantanément. Toute hésitation disparut. En un seul instant, Wesley passa d'étranger à quelque chose de bien plus précieux, une connexion avec leur père disparu. « Tu es un ami de papa ?» demanda June, se rapprochant, les yeux brillants d'espoir. Wesley jeta un coup d'œil à Margot, qui lui fit un léger signe de tête, l'autorisant à maintenir cette version. « Oui, dit-il enfin. J'ai connu votre père il y a longtemps. » Ce n'était pas un mensonge, après tout. Il avait connu Conrad mieux que quiconque, ou du moins le pensait-il, jusqu'à apprendre que son frère ne l'avait jamais mentionné. Cette simple confirmation fut comme l'ouverture des vannes. Les fillettes se précipitèrent vers lui, oubliant toute méfiance envers un étranger, remplacée par l'excitation de connaître quelqu'un lié à leur père. « Tu travailles avec lui ?» demanda Ivy, lui attrapant la main comme s'ils étaient de vieux amis. « Il va bien ?» intervint June, prenant son autre main. « Quand est-ce qu'il revient ?» Les questions fusaient en un flot ininterrompu. Wesley sentit la panique monter. Il n'était pas préparé à cela. Il ne savait pas quoi dire ni comment naviguer dans ce champ de mines d'espoirs enfantins. Margot vint à son secours. « Les filles, laissez Monsieur Wesley respirer, dit-elle doucement mais fermement. Il est juste venu pour une petite visite et vous venez à peine d'arriver. Pourquoi ne pas lui montrer vos dessins pendant que je prépare un goûter ?» Mentionner les dessins fonctionna comme par magie pour rediriger l'énergie des fillettes. Ivy lâcha sa main et courut vers son sac à dos, tandis que June tira Wesley vers le canapé. « J'ai dessiné notre maison aujourd'hui au ballet », annonça June en s'asseyant à côté de lui avec une aisance surprenante. « La maîtresse a dit que j'avais du talent. » Ivy revint avec un dossier coloré, l'ouvrant sur les genoux de Wesley comme s'il était la personne la plus importante au monde pour voir son article. « Ça, c'est le château où on habite », expliqua-t-elle en pointant un dessin vibrant d'une structure qui ressemblait plus à un empilement de blocs vifs avec des drapeaux au sommet. « Et là, c'est nous, maman, moi, June et notre chat boule de neige. »« On n'a pas de chat », clarifia June en roulant des yeux. « Elle dessine toujours un chat, mais maman ne veut pas qu'on en ait un. »« Je la convaincrai un jour », insista Ivy, déterminée. Wesley regarda les dessins avec un intérêt sincère. Des couleurs vives, des formes imaginatives, une vision du monde unique et pleine de possibilités. Il pouvait voir des traces de Conrad dans ces images, une imagination débridée, une main assurée. « Ils sont vraiment jolis », dit-il sincèrement.
Tu crois que papa les aimera? Demanda Ivy, soudain sérieuse. La question le prit au dépourvu. Le poids de leur espoir était presque tangible dans le petit salon. J'en suis sûr, répondit-il, s'en tenant à la vérité. Conrad avait toujours apprécié l'art sous toutes ses formes. June se pencha plus près, ses yeux bleus identiques à ceux du frère perdu de Wesley. Comment est-il? Raconte-nous. Wesley chercha les mots justes, naviguant entre les vérités qu'il connaissait et les attentes des fillettes. Il a un sourire qui illumine tout son visage, commença-t-il, se souvenant de son frère, et il sait raconter des histoires qui te font perdre la notion du temps. Quand il rit, tout le monde rit avec lui. Les fillettes buvaient chacune de ses paroles comme des éponges, se forgeant dans leur esprit une image du père qu'elles connaissaient à peine. Maman a dit qu'il dessine très bien, commenta Ivy. C'est vrai, confirma Wesley. Il dessinait des histoires entières dans des carnets quand nous étions plus jeunes. Il faillit déraper. Quand nous étions enfants, quand nous étions frères, quand nous étions une famille. Raconte-nous encore, insista June en tirant sur sa manche avec familiarité. Et Wesley le fit. Il leur raconta des histoires de Conrad, adaptées à de jeunes oreilles, le frère qui construisait une cabane dans les arbres, l'adolescent qui sauvait un chien abandonné, le jeune homme qui jouait de la guitare les soirs d'été. Les fillettes écoutaient, fascinées, interrompant occasionnellement avec des questions ou leur propre rapprochement. J'aime les chiens aussi. June joue aussi de la musique sur le piano de l'école. À un moment donné, Margot apporta une assiette de sandwich coupée en triangles et des verres de jus. Elle s'assit tranquillement dans un fauteuil, observant l'interaction avec une expression indéchiffrable. Wesley perdit la notion du temps. Il ne vérifia pas sa montre une seule fois, chose impensable dans son monde de réunions programmées et d'engagements successifs. Les histoires coulaient. Les dessins se multipliaient. Les rires remplissaient l'appartement. À un moment, June grimpa sur ses genoux pour lui montrer un dessin particulièrement complexe, s'y installant comme si c'était sa place de droit. Ivy s'assit à côté de lui, s'appuyant sur son bras, partageant le poids d'un livre d'histoire qu'elle avait eu à l'école. La chaleur de ses petits corps contre lui éveilla quelque chose en Wesley qui sommeillait depuis longtemps. Un sentiment qu'aucune salle de conseil, aucun accord d'1 million de dollars, aucune réussite professionnelle ne lui avait jamais procuré. Un sentiment d'appartenance, un sentiment de connexion, un sentiment de famille. Le silence qu'il portait en lui, le vide cultivé par des années d'isolement auto-imposé, commença à se fissurer. Pas une rupture soudaine et dramatique, mais de petites fissures par lesquelles la lumière commençait à s'infiltrer. « Tu viendras nous rendre visite encore ?» demanda Ivy alors que l'après-midi cédait la place au début de soirée. Wesley croisa le regard de Margot de l'autre côté de la pièce, cherchant un signe. Elle inclina seulement légèrement la tête, lui laissant la décision. « Si votre maman le permet, répondit-il prudemment. « Bien sûr qu'elle le permettra. » s'exclama June avec la certitude absolue que seuls les enfants possèdent. « Tu es l'ami de papa. Tu peux venir quand tu veux. » Ami de papa, oncle, frère, famille, mère. Les mots dansaient dans son esprit, chacun porteur d'un poids de vérité non dite, de futur possible. « Il se fait tard, » dit Margot en se levant. « L'heure du bain, les filles. » Les protestations fusèrent à l'unisson, mais sans grande conviction. Une routine familière. La négociation de 5 minutes de plus. L'accord d'une histoire de plus, puis le bain. La promesse que si vous y allez maintenant, vous pourrez choisir quel pyjama mettre. La danse familiale quotidienne à laquelle Wesley n'avait jamais participé. Le train filait dans la nuit avec un rythme régulier, berçant les quelques passagers qui voyageaient encore à cette heure tardive. Wesley avait pratiquement le wagon pour lui seul. Il regardait par la fenêtre mais ne voyait pas le paysage sombre, seulement son propre reflet superposé aux lumières lointaines des petites villes qu'il traversait. Son téléphone vibrait sans cesse dans sa poche. Messages, courriels, notifications de réunions manquées. Le monde qu'il avait construit au fil des ans tournait encore, exigeant son attention, sa présence, son énergie. Un monde qui, quelques heures plus tôt, semblait fondamental, non négociable. Un monde qui maintenant lui paraissait distant, presque sans importance. L'image des fillettes restait vivace dans son esprit. Leur excitation en entendant des histoires sur leur père. L'espoir dans leurs petits yeux. La foi absolue qu'un jour, Conrad rentrerait à la maison. Le dessin de June d'une famille complète. Ivy et ses questions sans fin sur leur père, aime-t-il la glace au chocolat ou à la fraise? Sait-il nager? Aimera-t-il mon récital de piano? Chaque question était une petite aiguille lui piquant la poitrine.
chaque espoir, un poids invisible sur ses épaules. Car Wesley connaissait la vérité qu'elles ignoraient. La vérité que Margot ne connaissait pas. La vérité que lui seul portait depuis toutes ces années. Conrad était mort. Wesley ferma les yeux, laissant enfin les souvenirs remonter pleinement, sans les murs qu'il avait construits pour les contenir. Il y a 4 ans. Une enveloppe officielle adressée à son entreprise, recherchant des proches de Conrad Wilson. Un corps découvert après un accident de voiture sur une route isolée, loin de la ville. Identification tardive faute de papier. Wesley se souvint être resté figé dans son luxueux bureau, le papier tremblant légèrement dans ses mains. Conrad était mort. Son petit frère. Le garçon au sourire facile qui jouait de la guitare les soirs d'été. Le corps était resté à la morgue du comté pendant des semaines, attendant d'être identifié. Wesley avait signé les papiers, autorisé la levée du corps, payé pour des funérailles simples. Seul lui et un employé des pompes funèbres étaient présents. Pas d'amis, pas d'autres familles. Pas de Margot, pas de fille dont il ignorait l'existence. Conrad était mort sans savoir qu'il avait des filles. Sans savoir qu'il allait être père. Poursuivant peut-être un rêve lointain, une opportunité qui n'avait probablement jamais existé. Et maintenant, 4 ans plus tard, 2 petites filles s'asseyaient chaque semaine à une gare, serrant une photo dans leurs mains, attendant le retour d'un homme qui ne viendrait jamais. Le train prit une courbe, sortant Wesley de ses souvenirs. Il ouvrit les yeux et vit de nouveau son reflet. Un homme en costume cher, des cernes sous les yeux et une expression qu'il ne reconnaissait plus. Pendant des années, il avait fait ce qu'il pensait être juste. Il n'avait pas cherché Conrad quand il avait disparu. Il n'avait pas essayé de trouver quiconque aurait pu se soucier de sa mort. Il avait géré cela comme tout le reste dans sa vie, avec une efficacité pratique. Pas de place pour les émotions qui compliqueraient le processus. Résoudre, classer, passer à autre chose. Mais maintenant, les visages des fillettes changeaient tout. Leur espoir, leur attente, leur certitude enfantine qu'un jour leur père reviendrait. Wesley sortit son téléphone et vérifia ses messages. 3 de sa secrétaire demandant où il était. 2 du conseil d'administration s'interrogeant sur son absence à la réunion trimestrielle. 1 de son assistant lui rappelant de signer des documents urgents. Machinalement, il tapa une courte réponse, urgence familiale. Je serai absent quelques jours. Famille. Le mot lui semblait étrange, distant. Quand avait-il utilisé ce mot pour la dernière fois à propos de sa propre vie? Que devait-il faire maintenant? Cette question martelait sa tête depuis qu'il avait quitté l'appartement de Margot. Devait-il dire la vérité, détruire l'espoir qui avait maintenu cette petite famille à flot? Ou devait-il simplement retourner à son ancienne vie? Prétendre qu'il n'avait jamais trouvé les fillettes, jamais appris leur existence? Ce serait certainement plus facile. Retourner à ses réunions, ses contrats, son appartement vide. Laisser Margot continuer avec son illusion. Laisser les fillettes grandir en pensant que leur père était juste parti travailler et qu'un jour il reviendrait. Un mensonge bénin, peut-être. Mais alors que le train avançait dans la nuit, Wesley sut qu'il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas tourner le dos à nouveau. Il ne pouvait pas choisir la voie facile. Pas cette fois. Je ne peux pas détruire cet espoir et puis juste continuer, murmura-t-il pour lui-même, les mots à peine audibles par-dessus le grondement régulier du train. Si je dois leur dire, je dois rester. La pensée le surprit par sa clarté. Il ne s'agissait pas seulement de révéler la vérité. Il s'agissait d'être là pour affronter les conséquences. Il s'agissait de ne pas fuir, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Il s'agissait de prendre la responsabilité de quelque chose au-delà des chiffres sur une feuille de calcul. Rester. Le mot résonnait dans son esprit. Qu'est-ce que cela signifiait exactement, rester? Reporter des réunions? Prendre des vacances? Déménager ici? Reconstruire toute une vie? Wesley n'avait pas de réponse à ces questions. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas simplement se présenter, lâcher la bombe que Conrad était mort, puis disparaître, laissant Margot et les fillettes gérer seules la douleur. S'il choisissait de leur dire, il devrait rester pour le lendemain, et le jour d'après, et tous les jours où les questions viendraient, pourquoi papa ne revient-il pas? Où est-il maintenant? Nous a-t-il aimés? Des questions auxquelles il n'avait pas de réponse, mais qu'il ne pouvait ignorer. Le train commença à ralentir, approchant de la prochaine gare. Wesley reconnut les lumières de la ville. Il était presque chez lui. Son luxueux appartement l'attendait, sa vie organisée et prévisible, son monde contrôlé où il était respecté et craint, mais jamais vraiment connu. Il attrapa la mallette contenant les documents qu'il n'avait pas pu examiner.
Il redressa la cravate qu'il avait desserrée pendant le trajet. Il se prépara à descendre. Pourtant, quelque chose avait changé. Il était certain qu'il devait prendre une décision. Il savait que, quel que soit le chemin qu'il choisirait, rien ne serait plus pareil. Le train s'arrêta complètement. Les portes s'ouvrirent. Wesley se leva et descendit l'allée vide. Une fois de plus, comme tant de fois dans sa vie, il faisait face à un choix. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de sa carrière, d'un investissement ou d'une stratégie d'entreprise. Il s'agissait du genre d'homme qu'il voulait être, du genre de vie qu'il voulait mener. En descendant sur le quai presque désert, Wesley sentit le poids de la vérité qu'il portait. Un poids qu'il avait ignoré pendant des années, mais qu'il ne pouvait plus nier. Un poids qu'il était, pour la première fois, prêt à supporter. Le train s'éloigna, le laissant seul sur le quai. Demain, pensa-t-il, demain il retournerait à l'appartement de Margot. Demain, il commencerait à apprendre ce que signifiait rester. Le lendemain matin, Wesley se réveilla avant son réveil. Assis sur le bord de son lit king size dans son appartement en attique, il examina l'espace autour de lui comme s'il le voyait pour la première fois. Meubles chers choisis par un décorateur. Art abstrait au mur, sélectionné pour s'harmoniser avec la palette de couleurs, pas pour une signification personnelle. Fenêtre du sol au plafond donnant sur le quartier financier. Un endroit parfait, impeccable et complètement vide. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Sans regarder, il savait que ce seraient des courriels urgents, des rappels de réunion, des demandes qui ne pouvaient attendre. Le monde qu'il avait construit au fil des ans, tournant sans cesse. « Martha, dit-il à sa secrétaire au téléphone, j'ai besoin que vous annuliez toutes mes réunions aujourd'hui. » Le silence à l'autre bout du fil révéla sa surprise. En 15 ans de collaboration, Wesley avait rarement annulé des engagements. « Toutes ?» demanda-t-elle finalement, gardant son professionnalisme. Même le déjeuner du conseil pour discuter de l'acquisition. « Toutes » confirma Wesley. « Demandez à James de me représenter. Dites-leur qu'un problème familial est survenu. » Famille ? Le mot sonnait encore étranger sur ses lèvres, comme une langue qu'il n'avait pas pratiquée depuis des décennies. 2 heures plus tard, Wesley se tenait devant l'immeuble en briques où vivait Margot. Portant des vêtements plus décontractés, un jean et une chemise simple. Dans une main, il portait un petit sac contenant des livres pour enfants qu'il avait achetés en chemin. Margot ouvrit la porte avec une pointe de surprise. « Wesley » dit-elle en ajustant le tablier qu'elle portait. L'air sentait quelque chose de sucré en train de cuire. « Les filles sont à l'école. »« Je m'en doutais » répondit-il. « En fait, je suis venu te parler. » Elle hésita brièvement, puis s'écarta. L'appartement semblait différent à la lumière du matin, plus vivant, avec le soleil qui brillait à travers les fenêtres, illuminant les plantes en pot sur les rebords. « Je fais des biscuits pour la fête de l'école » expliqua Margot en retournant à la cuisine. Wesley la suivit, se sentant maladroitement grand pour cet espace domestique. « Je veux aider » dit-il finalement, après avoir bu le café qu'elle lui avait offert. Margot continuait de découper la pâte à biscuits avec ses emporte-pièces, son rythme imperturbable. « Aider comment ? » « Financièrement, pour commencer, répondit Wesley. « Et aussi, je veux être là, apprendre à mieux connaître les filles, faire partie de leur vie, si tu me le permets. » Margot arrêta ce qu'elle faisait, ses yeux l'étudiant attentivement. « Pourquoi ? Tu nous connais à peine. Et d'après ce que j'ai compris, tu connaissais à peine Conrad ces dernières années. » C'était une question juste. Wesley chercha la réponse la plus honnête qu'il put donner. « Parce qu'elles sont ma famille, ma seule famille maintenant. Et parce que peut-être, je peux combler un peu le vide que Conrad a laissé. » Margot le considéra pendant plusieurs secondes avant de retourner à sa pâte à biscuits. « Les filles t'adorent. Elles ont parlé de toi toute la nuit. » Elle marqua une pause. « Mais je ne veux pas que tu apparaisses dans leur vie pour ensuite disparaître. Un homme l'a déjà fait. »« Je ne vais pas disparaître, » promit Wesley. « Je serai là aussi longtemps que vous voudrez de moi. » Et ainsi commença. Une visite en mena une autre, et bientôt Wesley avait établi une présence régulière dans le petit appartement. D'abord des dîners occasionnels, puis des visites le week-end. Finalement, il était là presque tous les jours, réorganisant son emploi du temps professionnel d'une manière qu'il n'aurait jamais envisagée possible. Les réunions étaient raccourcies, les voyages reportés. Les décisions qu'il insistait autrefois pour gérer personnellement étaient maintenant déléguées avec des instructions claires. Son téléphone n'était jamais loin.
Il avait toujours un monde de l'entreprise qui exigeait son attention, mais il y avait des limites maintenant qui n'existaient pas auparavant. Monsieur Westfield insiste pour une réunion à Chicago, l'informa Martha par téléphone 2 semaines plus tard. Il dit que le contrat ne peut pas être conclu sans vous. Wesley, assis à la table de la cuisine de Margot, regarda par la fenêtre Ivy et June sauter à la corde dans la petite cour de l'immeuble. « Programmez une vidéoconférence pour demain à 7 heures, répondit-il sans quitter les filles des yeux. S'il a besoin de quelque chose plus tôt, je suis disponible par téléphone jusqu'à 20 heures ce soir. Mais monsieur, il a offert son jet privé. Ce ne serait qu'une nuit? Je ne peux pas, Martha. J'ai un engagement ici que je ne peux pas annuler. Cet engagement était le récital de ballet d'Ivy à l'école. Quelque chose qui, dans son ancien monde, n'aurait même pas figuré sur son calendrier. Dans les jours qui suivirent, Wesley découvrit un monde qui existait parallèlement au sien. Un monde de routines simples et de petites mais importantes obligations. Aider June avec ses devoirs de mathématiques, réparer la balançoire cassée du parc, faire les courses pour le dîner. « Tu sais cuisiner ?» demanda Margot un soir, surprise de le voir éplucher des pommes de terre avec une habileté surprenante. Wesley sourit. « J'ai vécu seul pendant mes études, j'ai appris les bases. » Ce qu'il ne mentionna pas, c'est que depuis 2 décennies, il n'avait pas cuisiné un seul repas. Les restaurants chics et les plats à emporter avaient remplacé cette compétence. Maintenant, en la redécouvrant, il ressentait une étrange satisfaction à créer quelque chose d'aussi simple qu'un dîner fait maison. Le clou de sa nouvelle routine était d'aller chercher les filles à l'école. À 15 heures, il garait sa voiture près du portail et attendait parmi les autres parents. Au début, il se sentait déplacé, un cadre supérieur parmi de jeunes mamans et quelques papas qui se connaissaient tous. Avec le temps, il devint juste un autre adulte attendant ses enfants. Oncle Wesley. Le cri venait toujours en premier, suivi de 2 petites silhouettes courant vers lui, sac à dos rebondissant, cheveux en désordre après une journée d'apprentissage et de jeu. Ivy arrivait toujours la première, se jetant dans ses bras avec un abandon total. June suivait de près, plus réservée mais tout aussi affectueuse, lui tendant des dessins ou des travaux scolaires qu'elle jugeait dignes d'une admiration immédiate. « J'ai fait une carte des planètes. Ma maîtresse a dit que mon histoire était la meilleure de la classe. J'ai appris à faire mes lacets toute seule, regarde. » Chaque réussite était célébrée, chaque histoire écoutée avec une attention sincère. En rentrant à la maison, Wesley s'imprégnait des détails de leur journée. Qui s'était assis avec qui à la cantine, quel livre la maîtresse avait lu après la récréation, la libellule qui s'était posée sur la fenêtre pendant le cours de sciences. Petits détails insignifiants pour le monde extérieur, mais ils formaient le tissu quotidien de leur vie, des détails que Wesley n'aurait jamais cru importants, et qui pourtant structuraient maintenant ses propres journées. Le soir, après le dîner, une routine de devoirs s'instaurait à la table de la cuisine. Ivy luttait avec les mathématiques mais adorait lire. June était douée avec les chiffres mais avait besoin d'aide supplémentaire en orthographe. Pourquoi ce mot a un P au milieu? Ça n'a aucun sens. Grognait June à propos des bizarreries de la langue. Ça vient du grec, expliquait patiemment Wesley. Comme psychologie. Le P est muet, mais il est quand même important. Les mots ne devraient pas avoir de lettres cachées, déclarait June avec une logique enfantine. C'est de la triche. Au bureau, ces changements ne passèrent pas inaperçus. Wesley Wilson, autrefois bourreau de travail, partait maintenant à l'heure, refusait les voyages, déléguait des responsabilités qu'il gardait autrefois jalousement. Le conseil est inquiet, mentionna James, son vice-président, lors d'un des rares déjeuners d'affaires que Wesley maintenait encore. Ils disent que tu sembles distant, moins impliqué. Wesley sirota son café, réfléchissant à la déclaration. Je suis aussi impliqué que je l'ai toujours été. Je gère juste mon temps différemment. C'est plus que ça, oh. Tu as refusé le forum économique de Davos. Tu as annulé le voyage à notre succursale de Tokyo. Et hier, tu es parti au milieu de notre présentation trimestrielle parce que c'était le récital scolaire, dit Wesley sans hésitation. June avait un solo de piano. J'avais promis d'être là. James l'étudia comme s'il analysait une action boursière étonnamment volatile. Qui sont ces gens, ouais? En toutes ces années de collaboration, je ne t'ai jamais entendu mentionner de famille. Wesley offrit juste un sourire énigmatique et changea de sujet. Comment pouvait-il expliquer qu'il partageait maintenant son temps entre la direction d'une multinationale et l'aide aux devoirs de 2 fillettes de 6 ans? Comment pouvait-il expliquer que, pour la première fois depuis des décennies, il se sentait faire partie de quelque chose de réel?
Les matins devinrent rapidement sa partie préférée de la journée. Se réveiller tôt, parfois sur le canapé de Margot quand le travail l'avait retenu tard, et préparer le petit déjeuner pour les filles, il découvrit les préférences de chacune. Ivy adorait les crêpes au miel et aux fraises, June préférait les céréales avec des bananes coupées en rondelles parfaites. « Oncle Wesley, tu nous emmènes à l'école aujourd'hui » demanda Ivy un matin, balançant ses jambes en mangeant. « Si ta maman dit que c'est d'accord » répondit Wesley, regardant Margot qui observait la scène avec un mélange de gratitude et de perplexité. « Bien sûr, dit-elle en vérifiant l'heure. En fait, ce serait super. J'ai des livraisons à faire avant midi. » Et ainsi, Wesley se retrouva intégré à la routine matinale. Brossage de dents, coiffage des cheveux, vérification des sacs à dos, lassage des chaussures, une chorégraphie familière qu'il n'aurait jamais imaginé faire partie de sa vie. Pourtant, maintenant, il l'exécutait avec une compétence croissante. « Pas comme ça », protesta June quand il essaya de lui tresser les cheveux. « Maman le fait différemment. » Après plusieurs tentatives infructueuses, Margot prit le relais, ses doigts agiles tissant facilement les mèches blondes. Wesley observait attentivement, déterminé à apprendre. « Tes mains sont trop grosses pour un travail délicat », taquina Margot. Mais son ton était gentil. « Tu y arriveras avec le temps. » Du temps, Wesley en avait beaucoup maintenant, ou du moins, il l'organisait différemment. Les mêmes 24 heures qu'il consacrait autrefois presque entièrement au travail étaient maintenant soigneusement divisées. Les réunions étaient condensées, les rapports lus pendant le bain des filles, les appels internationaux programmés pour après leur coucher. Le trajet jusqu'à l'école était court mais révélateur. Les filles pointaient les points de repère de leur géographie personnelle. L'arbre avec un nid d'oiseau, la maison avec le gros chien, le magasin du coin où monsieur Kim donnait parfois des bonbons gratuits. Amanda a un nouveau chiot, l'informa June, serrant la main de Wesley pendant qu'il marchait. Elle apporte une photo aujourd'hui. Et la maîtresse nous apprend le système solaire, ajouta Ivy en sautillant. Savais-tu que Jupiter est immense? Plus gros que tous les autres réunis? Wesley sourit. En fait, Jupiter est vraiment gros, mais pas plus gros que toutes les autres planètes combinées. Il est plus gros que la somme de certaines d'entre elles, cependant. Ivy fronça les sourcils, y réfléchissant. Tu sais beaucoup de choses, oncle Wesley. Parfois plus que la maîtresse. La fierté sincère dans ses yeux fit ressentir à Wesley quelque chose qu'aucune réussite professionnelle n'avait jamais suscité, un mélange d'humilité et de responsabilité à la fois effrayant et gratifiant. Au portail de l'école, il s'agenouilla à leur niveau, ajustant leurs écharpes et vérifiant les fermetures de leur sac à dos. « Passez une bonne journée. Je serai là quand vous sortirez. » Les étreintes serrées avant qu'elle ne coure à l'intérieur devinrent son carburant pour le reste de la journée. Même dans les réunions les plus tendues, il pouvait encore sentir la chaleur de ses petits bras autour de son cou, l'ancrant à quelque chose de réel. Au fil des semaines, de petits objets lui appartenant commencèrent à apparaître dans l'appartement de Margot. Une brosse à dents dans la salle de bain, un chargeur de téléphone branché dans la prise du salon, quelques vêtements dans le placard à serviettes pour les urgences, comme lorsque June avait renversé du jus sur sa chemise. Dans son propre appartement, où il passait de moins en moins de temps, Wesley commença à faire des changements. Il acheta des couvertures colorées pour le canapé minimaliste, remplit le réfrigérateur de vraie nourriture au lieu de plats surgelés, sur une impulsion surprenante, appela son architecte. « J'ai besoin d'une rénovation », dit-il dès que l'homme répondit. « Je veux convertir le bureau en 2 chambres d'enfants et j'ai besoin d'une plus grande aire de jeu. »« Envisagez-vous d'avoir des enfants, monsieur Wilson ?» demanda l'architecte, surpris. Wesley n'hésita qu'une seconde. « J'en ai déjà, d'une certaine manière. » Les soirées devinrent son temps de réflexion. Quand Margot faisait un service supplémentaire et que les filles étaient au lit, Wesley s'asseyait seul dans le petit salon, parfois avec son ordinateur portable, parfois juste avec ses pensées. Il regardait autour de lui, le canapé usé mais confortable, la table marquée de gris bouilli au crayon, les dessins sur le réfrigérateur, l'odeur de savon pour enfants. En silence, il repensait à son ancienne vie et réalisait la vérité qu'il avait évitée. J'ai passé des années dans des pièces vides, des hôtels froids, des dîners silencieux, et maintenant 2 petites voix m'attendent avec des dessins et des questions. La vérité sur Conrad était toujours là, planant comme un nuage sombre à l'horizon. À un moment donné, il devrait la révéler. Mais pour l'instant, Wesley s'autorisait à découvrir la valeur d'une routine qu'il n'avait jamais connue. La joie d'être présent, le privilège d'être nécessaire, non pas pour l'argent ou l'influence, mais simplement pour qui il était.
Sur le calendrier de la cuisine, Margot avait marqué les événements à venir, un récital de danse, une foire scientifique, un rendez-vous chez le dentiste. Wesley réorganisa son emploi du temps professionnel pour être présent à chacun d'eux. Il annula un voyage en Europe et délégua la présentation annuelle aux actionnaires, des événements qu'il aurait considérés, il y a quelques mois à peine, comme intouchables. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda Margot un soir, après que les filles furent couchées et qu'ils se soient assis ensemble avec du thé dans la cuisine silencieuse. « Pourquoi fais-tu tout ça » Wesley réfléchit à la question, cherchant la réponse la plus honnête. « Je suppose que j'essaie de réparer une erreur, » dit-il finalement. « Une erreur qui a commencé quand j'ai laissé Conrad derrière moi. » Margot hocha lentement la tête, comme si cela avait du sens. « Les filles t'adorent, » dit-elle, presque à contre-cœur. « Elles parlent de toi tout le temps. Je ne les ai jamais vues s'attacher aussi vite à quelqu'un. » Wesley sentit une boule dans sa gorge. « Elles sont spéciales. » « Elles le sont, » acquiesça Margot. « Et vulnérables. Elles sont habituées à ce que les gens partent. »« Je ne pars pas, » assura Wesley, les surprenant tous les deux par la conviction dans sa voix. « Cet espace vide que Conrad a laissé, je ne peux pas le combler complètement. Personne ne le peut. Mais je peux être là. » Les rôles étaient flous. Oncle, tuteur, ami. Ce qui importait, découvrit-il, n'était pas le titre, mais la présence. Être là quand June faisait des cauchemars. Écouter attentivement quand Ivy racontait des histoires élaborées. Se présenter jour après jour, construisant la confiance que seule la constance pouvait créer. Le vide qu'il avait toujours porté, l'espace laissé quand il s'était éloigné de Conrad, quand il avait choisi la carrière plutôt que les liens, se comblait lentement, non pas avec des possessions ou des réalisations, mais avec des moments, avec de petites victoires quotidiennes, avec le privilège d'être appelé oncle Wesley par des voix qui ne connaissaient pas toute la vérité, mais comprenaient l'essentiel. Il était là, maintenant, présent, réel, et pour la première fois depuis longtemps, il était vivant. La pluie tombait régulièrement dehors, formant un rideau d'eau qui séparait le petit appartement du reste du monde. Les filles dormaient depuis des heures, épuisées après une journée au musée des sciences. Wesley et Margot étaient assis dans le salon, une seule lampe allumée diffusant une chaude lueur jaune qui atteignait à peine les murs. Sur la table entre eux, 2 tasses de thé refroidissaient lentement. Margot cousait une déchirure dans la robe de ballet d'Ivy, ses doigts se déplaçant avec une précision automatique. Wesley observait le mouvement hypnotique de l'aiguille entrant et sortant du tissu rose pâle. Les dernières semaines avaient établi une routine confortable entre eux. La tension et la méfiance initiale s'étaient dissoutes, remplacées par une familiarité tranquille. Pas exactement de l'amitié, ni quelque chose de plus, plutôt un partenariat silencieux formé autour des filles. « Elles se sont bien débrouillées aujourd'hui, n'est-ce pas » dit Margot sans lever les yeux de son travail. June a mémorisé tous les noms des constellations. Le guide du musée était impressionné. Wesley sourit, se rappelant la fierté sur le visage de June lorsqu'elle avait corrigé le guide sur la position exacte de l'étoile polaire. Elle a une mémoire incroyable. Et Ivy, la façon dont elle a dessiné cette carte du ciel ensuite, elle a le talent artistique de Conrad. Son nom flottait encore entre eux comme une présence, plus un tabou, mais un territoire qu'ils arpentaient avec précaution. Au cours des dernières semaines, ils avaient appris à le mentionner sans que la douleur de Margot ou la culpabilité de Wesley ne deviennent écrasantes. La pluie s'intensifia, battant contre les fenêtres. Un grondement lointain de tonnerre fit vaciller la lampe. Wesley jeta un coup d'œil vers le couloir, inquiet. « June va se réveiller, dit-il. Elle a peur des orages. »« Comment le sais-tu » demanda Margot, levant enfin les yeux. Wesley haussa les épaules, un peu gêné. « Elle me l'a dit la semaine dernière quand il a tonné. » Elle a commencé à expliquer comment se forme la foudre pour masquer sa peur. Margot sourit légèrement. « Elle ne me l'a jamais dit. Elle essaie toujours d'avoir l'air si courageuse. » Comme sa mère, nota Wesley. Quelque chose dans son ton fit que Margot posa sa couture et le regarda plus attentivement. Pendant un moment, ils restèrent silencieux. Seule la pluie emplissait l'espace. « Pourquoi es-tu vraiment là, Wesley » demanda-t-elle enfin. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, juste une curiosité sincère. Au début, j'ai pensé que c'était la culpabilité. Puis je me suis demandé si c'était la solitude, mais c'est plus que ça, n'est-ce pas ? La question prit Wesley au dépourvu. Il s'était habitué à ne pas verbaliser ses motivations, un accord tacite selon lequel sa présence était la bienvenue sans explication plus profonde. « Je ne sais pas comment répondre à ça, Admil. »« Essaie, insista doucement Margot.
Nous sommes ici depuis des semaines. Tu as pratiquement emménagé sur notre canapé, réorganisé toute ta vie autour de nous. Pourquoi? Wesley prit une profonde inspiration et regarda ses propres mains. Des mains qui signaient autrefois des contrats d'1 million de dollars avec la même facilité qu'il nouait maintenant de petits lacets ou tenait de fins pinceaux pour les filles. Quand mes parents sont morts, commença-t-il lentement, j'ai pensé que le bon chemin était de monter, de conquérir, de construire quelque chose de plus grand que nous tous. C'est ce que mon père a toujours dit qu'il attendait de moi. Il marqua une pause, organisant des pensées qu'il n'avait jamais vraiment articulées. Conrad, il a toujours voulu d'autres choses. Des connexions, des expériences, des choses que je considérais comme improductives. Margot hocha la tête, connaissant bien ce côté de Conrad. Nous nous disputions à ce sujet, continua Wesley. Pas de grosses disputes, juste des désaccords constants. Il disait que je perdais ma vie pour des choses qui n'avaient pas d'importance. Je disais qu'il devait grandir et prendre ses responsabilités. Wesley regarda par la fenêtre la pluie battante. Puis un jour, j'ai réalisé que nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Il a appelé une fois, a laissé un message. J'étais dans une réunion importante, j'avais prévu de rappeler plus tard. Mais ensuite, il y a eu d'autres réunions, d'autres villes, d'autres engagements. Il passa une main sur son visage, sentant le poids de ses choix. J'ai laissé ma famille derrière moi pour grimper, et quand j'ai remarqué, j'étais seul au sommet. Ces filles, elles m'ont donné une base solide. Elles m'ont fait ressentir, et je ne veux pas perdre ça. Ces mots sortirent plus intensément qu'il ne l'avait prévu, chargés d'émotions qu'il n'avait pas l'habitude de montrer. Pendant un moment, il se sentit exposé, vulnérable d'une manière que le monde de l'entreprise ne permettait jamais. Margot ne répondit pas immédiatement. Elle posa la robe rose sur ses genoux et regarda Wesley. Ses yeux, habituellement pratiques et directs, étaient doux à la lueur de la lampe. Elle le regardait simplement. Son silence, ni jugeant ni pressant, recevait seulement ces mots, cette confession. C'était un silence qui ne pesait pas. Il embrassait. Wesley sentit quelque chose se desserrer en lui, un nœud qu'il portait depuis si longtemps qu'il était devenu une partie de sa structure, soudainement apaisé par la simple acceptation de Margot. Dehors, la pluie commençait à se calmer. Le moment resta entre eux, fragile et précieux. Elles ont besoin de toi aussi, dit finalement Margot d'une voix basse mais ferme, plus que nous ne le réalisions tous. Une porte s'ouvrit dans le couloir. De petits pas endormis s'approchèrent. Oncle Wesley. La voix endormie de June brisa le moment. Il y a du tonnerre. Je peux rester ici un peu? Wesley se tourna, ouvrant les bras. June traversa rapidement la pièce et se blottit contre lui, les yeux déjà en train de se fermer. Bien sûr que tu peux, répondit-il en l'ajustant sur le canapé. Je suis là. Margot ramassa la robe rose et reprit sa couture, un petit sourire aux lèvres. Entre eux, il y avait maintenant une entente silencieuse. Trop de choses n'avaient pas été dites au cours de leur vie. Certaines ne pourraient jamais être récupérées. Mais ici, dans ce petit appartement, avec la pluie qui se calmait dehors et un enfant somnolent entre eux, il y avait une chance de construire quelque chose de nouveau à partir de ce que la vie ne rendrait pas. Wesley se réveilla tôt ce dimanche matin. Il passa un moment allongé sur le canapé de Margot, fixant le plafond, écoutant les bruits subtils de l'appartement, le faible bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge de la cuisine, le vent léger frôlant la fenêtre. Aujourd'hui serait le jour. Il l'avait reporté bien trop longtemps. Au cours des dernières semaines, à chaque moment joyeux partagé avec les filles, à chaque dîner paisible avec Margot, le poids de la vérité non révélée grandissait en lui. Conrad était mort. Ses nièces attendaient un père qui ne reviendrait jamais. Margot s'accrochait à des espoirs qui ne se réaliseraient jamais. Et Wesley, le seul qui connaissait la vérité, les laissait continuer leur attente. Il se leva avant tout le monde et prépara le petit déjeuner. Des crêpes pour Ivy, des céréales à la banane pour June, du café fort pour Margot, exactement comme ils aimaient. Comme si la familiarité de ces gestes pouvait d'une manière ou d'une autre apaiser ce qui allait arriver. Les filles descendirent les premières, encore en pyjama, les cheveux en désordre après le sommeil. Wesley sentit cette douleur maintenant familière dans sa poitrine en les voyant, un mélange d'amour et d'appréhension pour la douleur qu'il était sur le point de causer. « Oncle Wesley a fait des crêpes », s'exclama Ivy en courant pour lui serrer les jambes. « Avec du sirop d'érable » demanda June, grimpant déjà sur une chaise. « Avec du sirop d'érable » confirma Théil en posant l'assiette devant elle. Quand Margot descendit, déjà habillée pour la journée, Wesley échangea un regard entendu avec elle. « On va au parc aujourd'hui »
demanda June entre deux cuillerées. Tu as promis de nous apprendre à faire voler un cerf-volant. Plus tard, répondit Wesley. D'abord, j'ai quelque chose d'important à dire à ta maman. Vous pouvez regarder des dessins animés pendant 1 heure? Les filles acceptèrent facilement, tentées par la rare gâterie de la télévision matinale. Une fois qu'elles eurent fini leur petit déjeuner et se furent rendues au salon, Wesley fit signe à Margot de le suivre sur le petit balcon. Dehors, l'air matinal était frais, le ciel étonnamment clair après des jours de pluie. Margot s'appuya sur la balustrade, observant la rue calme du dimanche en contrebas. « Tu as ce regard, dit-elle, toujours tournée vers la rue. Celui que tu as quand tu dois annuler un plan avec les filles à cause du travail. » Wesley secoua la tête. « Ce n'est pas le travail. C'est quelque chose que j'évite depuis trop longtemps. » Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux scrutant les siens. Depuis leur conversation la nuit d'orage, quelque chose avait changé entre eux. Une compréhension plus profonde, peut-être une confiance qui n'était pas là avant. « C'est à propos de Conrad, dit-elle. Ce n'était pas une question. » Wesley hocha la tête, rassemblant son courage. Comment dire à quelqu'un que la personne qui l'attend depuis toutes ces années ne reviendra jamais? Comment transformer l'espoir en deuil? Il y a 4 ans, commença-t-il, la voix basse mais ferme, j'ai reçu un avis officiel. Un corps avait été retrouvé après un accident de voiture sur une route isolée, près de la frontière de l'État. L'identification a pris du temps car il n'y avait pas de papier, seulement quelques affaires. Margot resta immobile, les yeux fixés sur lui pendant qu'il parlait. Wesley continua, chaque phrase délibérément mesurée. Parmi ces affaires, il y avait un petit carnet de croquis, des dessins que j'ai reconnus immédiatement. Le bureau du coroner a réussi à remonter jusqu'à moi par l'intermédiaire de l'entreprise. Ils m'ont demandé d'identifier le corps. Wesley prit une profonde inspiration, trouvant soudain l'air matinal insuffisant. Conrad n'est plus, Margot. C'était un accident. La voiture est sortie de la route dans un tronçon dangereux, une nuit de pluie. Les mots restèrent suspendus entre eux, attendus et définitifs. Margot ne bougea ni ne parla. Elle continua juste de le regarder, comme si son esprit traitait encore ce qu'elle venait d'entendre. « Je me suis occupé de tout », continua Wesley, parlant maintenant plus vite. Les funérailles, c'était petit, juste moi. Je ne savais pas pour toi, ni pour les filles. Il n'y avait rien parmi ces affaires qui indiquait une famille. Le dernier mot sortit péniblement. Wesley vit le moment exact où la réalité frappa Margot de plein fouet. Des larmes emplirent ses yeux, bien qu'elles ne coulèrent pas tout de suite. Ses mains agrippèrent fermement la balustrade du balcon. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?» demanda-t-elle enfin, la voix étonnamment stable. « Pourquoi nous avoir laissé attendre si longtemps ?» La culpabilité que Wesley portait depuis ce premier jour à la gare lui sembla maintenant peser 1000 tonnes. « Au début, je ne savais pas pour vous. Puis, après avoir rencontré les filles à la gare, je ne savais pas comment vous le dire. Et puis, il hésita, j'ai retardé parce que j'avais peur qu'une fois que tu saurais la vérité, il n'y aurait plus de place pour moi ici. » Margot ferma les yeux un instant, des larmes coulant maintenant silencieusement sur ses joues. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Wesley s'approcha, sans la toucher, mais s'assurant qu'elle entendait chaque mot clairement. « Maintenant, je ne partirai pas. Quoi qu'il arrive, je ne pars pas. Si tu me laisses rester, c'est ici que je veux être. » Le silence entre eux dura des minutes ou des secondes, Wesley ne pouvait le dire. Finalement, Margot ouvrit les yeux et le regarda directement. « Il ne reviendra jamais, dit-elle, comme pour tester la réalité de ses propres mots. Toutes ces années à attendre, à imaginer, à inventer des histoires pour les filles. » Sa voix se brisa. Wesley s'approcha davantage, offrant un soutien silencieux. « Tu sais ce qui est étrange ?» continua Margot en essuyant une larme du revers de la main. « Une partie de moi l'a toujours su. Qui disparaît comme ça, sans un mot, sans appeler. Je crois que j'ai inventé toutes ces histoires pour les filles, pour moi aussi. » « Je suis désolé, » dit Wesley, douloureusement conscient de l'insuffisance de ses mots. À sa surprise, Margot fit quelque chose d'inattendu. Elle inspira profondément, un souffle long et tremblant, puis ses épaules se détendirent, comme si elle déposait un fardeau qu'elle portait depuis des années. « L'attente est terminée, dit-elle doucement. Je peux arrêter d'attendre maintenant. » Wesley réalisa que, aussi douloureuse que fût la vérité, il y avait un soulagement à savoir. Le vide de l'incertitude pouvait être plus dur qu'un deuil définitif. Enfin, l'attente pouvait se transformer en souvenir. Margot s'appuya sur la balustrade, levant les yeux vers le ciel clair.
Comment allons-nous leur dire, demanda-t-elle, l'inquiétude maternelle prenant immédiatement le dessus. Elles sont si petites. Wesley y avait beaucoup réfléchi. Nous pouvons le faire ensemble. Maintenant, si tu es prête. Elle hésita, puis hocha la tête. Maintenant. Avant que je ne perde mon courage. Ils rentrèrent à l'intérieur. Les filles étaient plongées dans un dessin animé, gloussant à quelque chose à la télévision. Wesley sentit son cœur se serrer en pensant à la façon dont ces rires pourraient bientôt se transformer en larmes. Margot éteignit la télévision, ignorant les protestations immédiates. « Maman et oncle Wesley doivent vous parler de quelque chose de très important, » dit-elle en s'asseyant sur le canapé et en appelant les filles. Ivy et June s'approchèrent, sentant le sérieux dans le ton de leur mère. Wesley s'agenouilla devant elle, à leur hauteur. Pendant un moment, il craignit de ne pas pouvoir parler. Margot posa une main sur son épaule, un petit geste qui lui donna de la force. Ils étaient ensemble dans cette épreuve. « Vous vous souvenez comment vous allez toujours à la gare pour attendre papa ?» commença doucement Wesley. Les filles hochèrent la tête, les yeux concentrés. « Et vous vous souvenez que maman a dit qu'un jour il reviendrait ?» continua-t-il. Elles hochèrent de nouveau la tête. Wesley jeta un coup d'œil à Margot, qui prit une profonde inspiration avant de parler. « Il est arrivé quelque chose à votre papa. Quelque chose que nous ne savions pas jusqu'à maintenant, dit-elle, la voix étonnamment stable. Il ne peut pas rentrer à la maison, mes chéris. A-t-il trouvé un autre travail, encore plus loin, demanda June en fronçant les sourcils. Wesley sentit une douleur aiguë dans sa gorge. Margot prit les mains de sa fille dans les siennes. Votre papa s'est transformé en petite étoile, dit-elle doucement en regardant le ciel par la fenêtre. Il est là-haut, brillant, vous regardant grandir. Le silence emplit la pièce, la confusion évidente sur les visages des fillettes. Elles regardaient de leur mère à Wesley, essayant de comprendre. Les gens ne se transforment pas en étoiles, demanda Ivy d'une petite voix. Wesley intervint, choisissant ses mots avec soin. Quand des personnes très spéciales quittent ce monde, leur lumière ne disparaît pas. Elle monte dans le ciel et devient une nouvelle étoile. De cette façon, elles peuvent continuer à veiller sur ce qu'elles aiment, même de loin. Papa, il est mort ? demanda June directement, surprenant Wesley et Margot par sa clarté. Margot hocha la tête, des larmes coulant de nouveau. Oui, ma chérie. C'était un accident, il y a longtemps. Nous venons juste de le découvrir. C'est pour ça qu'il n'est jamais revenu, conclut June. Son petit visage traitait l'information avec un sérieux dépassant son âge. Ivy, contrairement à sa sœur, éclata immédiatement en sanglots, se jetant dans les bras de sa mère. Mais je voulais le rencontrer pour de vrai, pas seulement sur une photo. Le cœur de Wesley se brisa à ces mots. Margot serra sa fille fort, leurs larmes coulant ensemble. Pendant plusieurs minutes, la pièce ne fut emplie que des sanglots d'Ivy et des réconforts murmurés de Margot. June resta assise, silencieuse, les yeux fixés sur ceux de Wesley, comme si elle cherchait une confirmation supplémentaire. « Oncle Wesley, dit-elle finalement, la voix stable malgré ses yeux larmoyants, tu connaissais papa très bien, n'est-ce pas ?» Wesley hocha la tête, tendant la main vers la sienne. « Oui. Nous avons grandi ensemble. Alors tu pourras tout nous raconter sur lui, tout ce qu'on ne sait pas. » « Je le peux, promis Wesley. Chaque histoire, chaque détail dont je me souviens. » June sembla y réfléchir, comme pour décider si cela suffisait. Puis, étonnamment, elle se leva et alla à la fenêtre, regardant le ciel bleu du matin. « On peut toujours lui parler ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Même s'il est une étoile maintenant ?» Wesley la suivit, s'agenouillant à côté d'elle à la fenêtre. Il regarda le ciel avec elle, sentant une boule dans sa gorge. « Oui, » répondit-il avec conviction. « Et il écoutera. » June hocha la tête, satisfaite de cette réponse. Après un moment, elle attrapa la main de Wesley, un geste silencieux de confiance qui en disait plus que tous les mots. Les minutes suivantes furent difficiles. D'autres questions vinrent, certaines auxquelles Wesley et Margot étaient préparés, d'autres les prirent au dépourvu. Est-ce que ça a fait mal quand il s'est transformé en étoile? Savait-il que nous allions naître? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé de lettres depuis l'étoile? Wesley apprit que parfois, l'honnêteté devait être adoucie par la gentillesse. Non, ça n'a probablement pas fait mal. Il ne savait pas pour vous, mais il aurait été si heureux. Les étoiles ne peuvent pas envoyer de lettres, mais elles peuvent envoyer de la lumière. Peu à peu, les larmes d'Ivy se calmèrent. June resta pensive, traitant les choses à sa manière. Margot semblait à la fois épuisée et soulagée,
comme si elle avait couru un marathon et avait enfin franchi la ligne d'arrivée. « On n'a plus besoin d'aller à la gare ?» demanda finalement Ivy en s'essuyant le visage avec la manche de son pyjama. Margot et Wesley échangèrent un regard. C'était une question à laquelle ils ne s'étaient pas préparés. « Nous pourrions aller au parc à la place, » suggéra Wesley, « aujourd'hui même, et apporter ce cerf-volant que j'ai promis de vous apprendre à faire voler. »« On pourra le montrer à papa depuis le parc ?» demanda June. « Il verra le cerf-volant dans le ciel ?» Wesley sentit quelque chose de chaud et de lourd dans sa poitrine. Pas douloureux, juste intense. « J'en suis sûr, » répondit-il. « C'est le plus près que nous puissions être de lui pour l'instant. » Étonnamment, les filles acceptèrent cela. Avec la résilience dont les enfants font souvent preuve, elles pleurèrent, firent leur deuil et commencèrent à adapter leur monde à cette nouvelle réalité. Quelques heures plus tard, au parc, tandis que Wesley aidait June à maintenir le cerf-volant rouge en l'air dans le ciel lumineux, Margot s'approcha. Ils regardèrent les filles ensemble. Ivy riant en courant en cercle, attendant son tour. June concentrée à tenir fermement le cerf-volant. « Merci, » dit doucement Margot. « De nous l'avoir dit. De rester. » Wesley la regarda, voyant les traces que les larmes avaient laissées sur son visage, mais aussi un calme dans ses yeux. « Allons-nous nous en sortir ?» demanda-t-il, un doute sincère dans la voix. Margot regarda ses filles avant de répondre. « Nous le ferons » dit-elle avec une certitude surprenante. Il y a de la douleur, mais elle vient avec de la lumière. Wesley suivit son regard vers le ciel, où le cerf-volant rouge dansait contre le bleu infini. Oui, il y avait de la douleur. La perte de Conrad était réelle et tangible, pour lui, pour Margot, pour les filles. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, une vérité partagée, une famille improvisée, liée non pas par ce qu'ils avaient perdu, mais par ce qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre. La douleur était réelle, mais elle venait avec de la lumière. Le soleil se levait à peine lorsque Wesley gara sa voiture aux portes du cimetière de Pine Creek, un endroit paisible en périphérie de la ville, avec de vieux arbres projetant de longues ombres sur les pierres tombales. Il avait choisi de venir tôt, quand ce serait vide. Ce moment devait être juste entre lui et Conrad. Il portait un simple bouquet de tournesol. Conrad les avait toujours aimés. Il disait que c'étaient des fleurs honnêtes, tournant toujours leur visage vers le soleil, sans prétention. Wesley avait failli ne pas les apporter. Cela lui semblait étrange d'apporter des fleurs sur la tombe de son frère après si longtemps, mais quelque chose en lui insistait. Certains gestes symboliques sont nécessaires, même s'ils arrivent tard. Le cimetière était silencieux à cette heure, seulement le chant lointain des oiseaux et le bruissement occasionnel des feuilles. Wesley marcha sur le chemin de pierre qu'il connaissait bien qu'il n'y soit venu qu'une seule fois, il y a 4 ans. Ses pas étaient lents, mesurés, comme pour retarder l'inévitable. Il avait plu la nuit précédente et l'odeur de terre humide emplissait l'air. Une odeur de vie, ironiquement, dans ce lieu de repos final. La rosée s'accrochait encore à l'herbe entre les pierres tombales, trempant l'ourlet de son pantalon alors qu'il marchait. 4 ans. 4 ans qu'il s'était tenu là, seul, regardant le cercueil de Conrad descendre dans la terre. À l'époque, il n'avait pas pleuré. Il avait traité l'événement comme une autre tâche, efficacement organisée, proprement exécutée, rapidement classée. Aucune émotion, aucun deuil sincère, juste la conscience qu'un autre chapitre de sa vie était clos. Maintenant, c'était différent. Maintenant, il connaissait Ivy et June. Il connaissait Margot. Il connaissait la vie que Conrad avait construite puis laissée derrière lui. Il connaissait les histoires, les rires, les petites traditions familiales. Maintenant, il ressentait vraiment la perte, non pas comme une ligne dans son agenda, mais comme une absence palpable. La pierre tombale était simple. Une stèle de granit gris portant seulement son nom, les dates et une courte inscription « Artiste, rêveur, à jamais libre ». Wesley avait choisi ces mots presque au hasard à l'époque, se basant sur des souvenirs lointains de son frère adolescent. Aujourd'hui, il réalisait à quel point ils étaient appropriés. Conrad l'artiste, qui dessinait des histoires dans les marges des manuels scolaires. Conrad le rêveur, qui contemplait les étoiles pendant que Wesley se penchait sur des graphiques. Conrad cherchant toujours une liberté que Wesley n'avait jamais vraiment comprise. Wesley s'agenouilla devant la pierre froide, y déposant les tournesols. Il passa ses doigts sur le nom gravé, Conrad Wilson. Des lettres gravées dans la pierre. Une tentative de capturer une vie complexe dans un nom simple. Autour de lui, le cimetière commençait à s'animer. Un jardinier lointain taillait l'herbe. Une femme âgée marchait lentement parmi les pierres tombales, visitant probablement un conjoint perdu.
La vie continuait, même dans un lieu consacré à la mort. Je ne sais pas par où commencer, dit Wesley doucement. Il n'avait jamais été du genre à parler dans les cimetières, trouvant toujours cela un peu sentimental. Mais aujourd'hui, les mots lui semblaient nécessaires. J'ai rencontré tes filles, continua-t-il, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Elles sont extraordinaires, Conrad. Ivy a ton don pour l'art. Et June, eh bien, elle a ton entêtement. Un petit oiseau se percha brièvement sur la pierre tombale, observa Wesley avec curiosité, puis s'envola. Le soleil illuminait maintenant pleinement le cimetière, créant des reflets dorés dans l'herbe couverte de rosée. Elle t'attendait à la gare chaque semaine, avec cette photo de toi, celle de cet été avant que je ne parte à l'université. Tu te souviens de cet été? Nous allions pêcher au lac tous les jours. Wesley inspira profondément. Des souvenirs qu'il avait enfermés coulaient librement maintenant. L'odeur de bois dans ce chalet du lac. Le rire de Conrad quand ils avaient attrapé cet énorme poisson et l'avaient relâché parce qu'il avait l'air de passer une mauvaise journée. Les étoiles qu'il regardait allongées sur le quai. Margot est incroyable. Forte d'une manière que je n'ai jamais été. Elle a élevé 2 filles seules, leur disant toujours que tu reviendrais un jour. Wesley ferma les yeux un instant, laissant le soleil matinal réchauffer son visage. J'aurais dû te chercher quand tu as disparu. J'aurais dû me soucier davantage. J'aurais dû être un frère. Les mots faisaient mal en sortant, chargés d'années de culpabilité et de regret. Le poids qu'il portait depuis la réception de cette lettre officielle, depuis l'identification silencieuse du corps et son enterrement sans cérémonie. Tu ne leur as jamais parlé de moi. Margot ne savait même pas que j'existais. Une brève pause. Je ne peux pas t'en vouloir. Je mérite d'être effacé. Une douce brise agita les pétales des tournesols. Wesley ajusta le bouquet, un geste mécanique pour calmer ses émotions. Nous leur avons dit que tu étais parti pour toujours. Nous avons dit que tu étais devenu une étoile. Il laissa échapper un léger rire à ce souvenir. June a demandé si elle pouvait encore te parler en regardant le ciel. J'ai dit oui. Un long silence suivit. Wesley resta simplement là, agenouillé, laissant les émotions qu'il avait refoulées remonter enfin à la surface. Il ne pleura pas. Les larmes ne lui étaient jamais venues facilement. Mais il sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine, comme un nœud qui se dénouait. « Je suis arrivé trop tard, mon frère », dit-il finalement, la voix plus assurée. « Mais je suis là maintenant, avec elle. Et je reste. » La promesse flotta dans l'air matinal, plus lourde parce qu'il l'avait faite là, devant Conrad. C'était un engagement, non seulement envers la mémoire de son frère, mais envers la vie que Wesley choisissait maintenant consciemment. Il resta quelques minutes de plus en silence. Le cimetière se remplit progressivement de plus de visiteurs, de plus de pas lointains, de plus de conversations discrètes. La journée avançait. Finalement, Wesley se leva. Il passa une fois de plus la main sur le nom gravé. « Je reviendrai bientôt », promit-il, avec les filles, quand elles seront prêtes. Elles ont besoin de connaître cette partie de toi aussi. En retournant à sa voiture, Wesley se sentit différent. Plus léger, bien que triste. Plus connecté au monde qui l'entourait. Le deuil qu'il avait reporté pendant 4 ans avait enfin un endroit où exister, et avec lui, la possibilité d'avancer. Avant de monter dans la voiture, il leva les yeux vers le ciel clair d'automne. Quelque part, Conrad regardait, et peut-être, juste peut-être, il approuvait ce que Wesley essayait de faire. Ce n'était pas la rédemption, ni une compensation pour le temps perdu. C'était simplement un nouveau départ, un nouveau chapitre. La confrontation qu'il avait tant redoutée s'était terminée tranquillement, sans cri ni récrimination. Juste une simple promesse faite dans un cimetière paisible, un matin d'automne. Je reste. La neige tombait doucement dehors, recouvrant la cour d'une douce couverture blanche de silence. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Wesley leur avait dit la vérité sur Conrad. 6 mois d'ajustement, de larmes occasionnelles, et d'une paix qui grandissait progressivement, comme le petit arbre qu'ils avaient planté dans le jardin arrière de la nouvelle maison. Wesley observait les filles depuis le canapé du salon alors qu'elles travaillaient sur un projet scientifique sur le tapis. June dessinait des nuages sur un carton bleu, expliquant patiemment le concept de condensation à sa sœur, qui collait des boules de coton pour la texture. Même à 7 ans, June démontrait une compréhension des idées scientifiques qui impressionnait ses professeurs à l'Académie Wellington. Inscrire les jumelles dans cette prestigieuse école avait été l'une des premières grandes étapes que Wesley avait franchies pour aider. Convaincre Margot n'avait pas été facile. « Je ne peux pas te laisser payer pour une école aussi chère »,
avait-elle protesté lorsque Wesley l'avait suggéré pour la première fois. C'est trop. Elles vont très bien à l'école publique. Ce n'est pas pour toi, avait répondu Wesley. C'est pour elles, pour leur avenir. Elles méritent toutes les opportunités qu'elles peuvent avoir. June adore les sciences et Ivy a un talent artistique qui doit être cultivé. Après de nombreuses discussions, ils avaient trouvé un compromis. Wesley paierait l'école et créerait un fonds d'études universitaires, mais Margot prendrait toutes les décisions concernant leur éducation. C'était un équilibre qui fonctionnait bien pour leur famille non conventionnelle. Wesley, qu'est-ce qu'un atome ? Demanda June en levant les yeux de son projet. La maîtresse l'a expliqué, mais j'ai oublié la définition exacte. C'est la plus petite unité d'un élément qui conserve encore ses propriétés, répondit Wesley. Comme une minuscule brique de construction de tout ce qui existe. Même nous ? Demanda Ivy, fascinée par l'idée. Surtout nous, sourit Wesley. Des milliards et des milliards d'atomes, tous travaillant ensemble. Dans la cuisine, Margot était à sa machine à coudre, le doux ronronnement du moteur flottant à travers la porte ouverte. Wesley pouvait la voir concentrée sur le tissu, un petit pli de concentration entre ses sourcils. L'atelier qu'ils avaient installé 3 mois auparavant portait déjà ses fruits. Margot avait suffisamment de commandes pour quitter son emploi à l'atelier de retouche et se concentrer sur sa propre marque. La transition n'avait pas été facile pour elle. Elle détestait accepter de l'aide. Mais lorsque Wesley l'avait présentée comme un investissement commercial, avec des contrats formels et des attentes claires, elle avait finalement accepté. Sa première ligne de robes pour enfants s'était vendue en 2 semaines. Maintenant, elle travaillait sur une ligne pour femmes à lancer au printemps. « Qui veut du chocolat chaud ?» demanda Margot en éteignant la machine et en entrant dans le salon. 3 mains se levèrent immédiatement, y compris celle de Wesley. C'était une petite tradition nocturne qu'ils avaient établie. Chocolat chaud les soirs d'hiver pendant que les filles finissaient leurs devoirs ou parlaient simplement de leur journée à l'école. Avec des guimauves, s'il te plaît, dit Ivy sans lever les yeux du projet. Et de la cannelle dans le mien, ajouta Wesley, recevant un petit sourire de Margot. La maison où ils vivaient maintenant était différente de l'appartement exigu où Wesley les avait rencontrés pour la première fois. Pas luxueuse, insista Margot sur ce point, mais suffisamment spacieuse pour tout le monde, avec un petit jardin arrière où les filles pouvaient jouer. Elle se trouvait à quelques pâtés de maison de leur école, afin qu'elles puissent y aller ensemble quand il ne neigeait pas. La décision d'emménager ensemble s'était faite naturellement, sans grande discussion. D'abord, il y eut des nuits où Wesley s'écrasait sur le canapé de l'appartement parce qu'il était trop tard pour rentrer chez lui. Puis ses vêtements commencèrent à migrer. Finalement, la proposition de la maison. Ça a du sens, avait dit Margot avec son pragmatisme habituel. Pour les filles, pour nous tous. L'arrangement était clair. Il n'était pas un couple romantique, juste 2 adultes engagés dans le bien-être de 2 enfants. Une famille construite par choix, non par convention. Quoi que l'avenir puisse réserver au-delà de cela était une question à laquelle aucun d'eux ne se sentait pressé de répondre. Le téléphone de Wesley vibra dans sa poche. Probablement James encore, avec des questions sur la transition de l'entreprise. La décision de Wesley de se retirer de son poste de PDG avait choqué le monde des affaires. Il n'était pas parti entièrement. Il était toujours consultant et membre du conseil d'administration, mais les longues heures, les voyages sans fin et les réunions marathons étaient derrière lui. « Es-tu fou ?» avait demandé James lorsque Wesley avait annoncé sa décision. « Nous avons travaillé 20 ans pour en arriver là. Nous avons l'acquisition de Hartley Tech en cours. Le conseil compte sur toi pour le projet asiatique. » « J'ai trouvé quelque chose de plus important », avait simplement répondu Wesley. Il n'avait pas élaboré. Comment pouvait-il expliquer que 2 petites filles sur un quai de gare avaient complètement remodelé ses priorités ? James vivait toujours dans le monde que Wesley avait autrefois habité, un monde où la prochaine affaire, la prochaine acquisition, le prochain bénéfice trimestriel étaient les seules mesures du succès. Margot revint de la cuisine, portant un plateau avec des tasses fumantes, interrompant ses pensées. « Encore 10 minutes, puis on range », dit-elle en posant le plateau sur la petite table. « Il se fait tard. »« Mais demain, c'est samedi », protesta Ivy en attrapant sa tasse, « et on va au musée », lui rappela June. Oncle Wesley a promis de nous montrer les dinosaures. « Et je tiendrai ma promesse », les assura Wesley. « Mais votre maman a raison. Nous devons nous lever tôt pour profiter de toute la journée. » Wesley regarda Margot s'asseoir dans le fauteuil, vérifiant des messages sur son téléphone, son visage illuminé d'un petit sourire. « Une autre commande ?»
demanda-t-il, reconnaissant son expression. Madame Peterson veut 3 robes pour ses petites filles pour Noël, dit Margot, l'air ravi. Et elle ne marchande pas le prix cette fois. Ton travail commence à être reconnu, commenta Wesley. Tu le mérites. Tu as toujours eu du talent. Grâce à ton investissement initial, dit Margot. Je ne sais pas comment je pourrai jamais te remercier convenablement pour tout. Pas besoin, coupa doucement Wesley. Vraiment. C'est comme ça que fonctionne la famille. Famille. Le mot le surprenait encore parfois, lui venant naturellement à l'esprit. Il avait une famille maintenant, pas seulement par le sang que seules les filles lui étaient réellement liées par Conrad, mais par quelque chose de réel, formé par des choix quotidiens. L'heure de ranger, annonça Margot quand les tasses furent vides. Le projet a l'air super, les filles. Mademoiselle Winters dit que les notes ne sont pas aussi importantes que la compréhension du concept, récita sérieusement June. Mais avoir un A, c'est quand même cool, ajouta Ivy avec un sourire malicieux. Les deux commencèrent à rassembler leurs affaires, rangeant soigneusement les parties délicates de leur diorama. Wesley se leva pour aider, ramassant des bâtons de colle et des ciseaux. Oncle Wesley, appela Ivy. Tu peux raconter l'histoire de papa et du bateau ce soir? June dit qu'elle ne s'en souvient pas bien. L'histoire du bateau, l'une de leurs préférées. Conrad, à 12 ans, construisant un bateau en bois avec leur père, insistant qu'il le naviguerait jusqu'à l'océan. Le bateau avait coulé dès qu'il avait touché le lac, mais Conrad avait persisté pendant des semaines. Bien sûr, dit Wesley. Après que vous soyez prête pour le lit. Les filles montèrent à l'étage et Wesley s'approcha de l'étagère du salon. Parmi les livres et les petits objets décoratifs, coquillages ramassés à la plage, pierres colorées trouvées par June, dessins encadrés d'Ivy, se trouvaient 2 photos qui se distinguaient. La première, une photo de Conrad, la même que les filles emmenaient à la gare. Le sourire facile, les yeux brillants pleins de possibilités. Wesley se demandait parfois si Conrad approuverait ce qu'il faisait, s'il penserait que c'était juste que le frère bien rangé élève ses filles. Maintenant, dans les moments les plus calmes de la nuit, Wesley imaginait des conversations avec son défunt frère, demandant permission, conseil, pardon. Le deuxième cadre contenait une photo récente. Wesley, Margot, Ivy et June pique-niquant dans le parc. Les filles portaient des couronnes de fleurs, Margot avait l'air sereine et Wesley, presque méconnaissable pour quiconque l'avait connu dans sa sphère professionnelle, paraissait détendu, avec un sourire sincère qui atteignait ses yeux. « Tu penses » demanda doucement Margot en s'approchant derrière lui. « Tu te souviens » répondit Wesley. « Comment tout a commencé ?»« Ce voyage d'affaires, les filles à la gare. »« Le destin » remarqua Margot, sans cacher une pointe d'ironie. « Peut-être » acquiesça Wesley. « Ou peut-être Conrad, veillant toujours sur nous tous, à sa manière. » Margot toucha doucement la photo de Conrad, un geste silencieux de reconnaissance. « On est prête » cria Ivy du haut des escaliers. « J'y vais » dit Wesley. « Tu viens ?»« Dans 1 minute » répondit Margot. « Je dois finir de broder la robe de Madame Templeton. Mais laisse la porte ouverte pour que je puisse aussi écouter l'histoire. » Wesley monta les escaliers, trouvant les filles déjà dans leur lit. June dans son pyjama bleu à nuages, avec un livre d'astronomie sur la table de nuit. Ivy dans son pyjama rose à licorne, serrant un ours en peluche usé qu'elle avait depuis qu'elle était bébé. Leur chambre était un mélange enchanteur de leurs intérêts. D'un côté, des affiches du système solaire, de l'autre, des dessins colorés et des projets artistiques. Assis sur la chaise entre les lits, Wesley commença, alors, le bateau. C'était l'été, un de nos derniers au chalet du lac. Conrad avait environ 12 ans, l'âge que vous aurez bientôt, vous deux. Pendant qu'il parlait, Wesley remarqua Margot dans l'embrasure de la porte, écoutant tranquillement avec un petit sourire. Il leur raconta comment Conrad avait insisté pour construire le bateau seul, refusant l'aide de leur père. Comment il avait mal calculé son poids et son équilibre, comment il s'était retourné dès qu'il avait touché l'eau. Et comment, au lieu d'abandonner, Conrad avait passé des semaines à ajuster, recalculer, essayer à nouveau. Et après que le bateau eut coulé pour la 3e fois, savez-vous ce que Conrad a dit? Au moins, cette fois, il a flotté pendant 10 minutes. Dirent les filles en chœur. Exactement. Il ne l'a jamais vu comme un échec. Il l'a vu comme 10 minutes de succès, et une autre chance de faire mieux la prochaine fois. Wesley sourit aux filles, dont les paupières étaient lourdes. C'est quelque chose que vous avez hérité de votre père. Ne jamais abandonner. Quelques minutes plus tard, les filles profondément endormies, Wesley retourna au salon.
Il se prépara une tasse de thé et s'assit sur le canapé, prenant son livre. Mais comme toujours, ses yeux dérivèrent vers les photos sur l'étagère. La veille, il y avait eu une réunion parents-professeurs à l'école. Wesley avait libéré tout son emploi du temps pour y assister. Il s'était assis sur les chaises de taille enfant, écoutant attentivement le professeur louer les progrès de June en sciences et la créativité d'Ivy en articles. Ensuite, il avait emmené les filles manger une glace pour fêter ça. Personne à l'école ne le connaissait comme le puissant dirigeant qu'il avait été. Là, il était simplement oncle Wesley, l'homme qui ne manquait jamais une réunion, qui aidait aux devoirs, qui applaudissait à chaque spectacle scolaire. La semaine précédente avait été la journée des carrières. June avait demandé à Wesley de venir parler de son travail. « Mais tu n'as pas à parler d'être PDG », avait-elle dit, le surprenant. « Tu peux parler de comment tu nous aides avec les devoirs et nous lis des histoires. C'est plus cool. » Ce moment, plus que toute réunion du conseil d'administration, lui était resté. Il y a des années, du haut de son bureau au 20e étage, Wesley pensait avoir atteint le sommet. Maintenant, assis sur un canapé légèrement usé dans une maison modeste mais confortable, il réalisait à quel point il s'était trompé. Par la fenêtre, la neige continuait de tomber silencieusement. Wesley observa les flocons pendant un moment, réfléchissant à la façon dont de petites choses, apparemment insignifiantes, un voyage d'affaires, 2 enfants sur un quai de gare, une vieille photo, pouvaient complètement changer le cours d'une vie. Le fonds qu'il avait créé pour les filles leur assurerait de pouvoir étudier où elles le souhaitaient. La maison, bien que modeste, était la propriété conjointe de lui et de Margot, offrant une stabilité. L'entreprise de couture prospérait, donnant à Margot non seulement une sécurité financière, mais aussi un but et une fierté. Mais au-delà des dispositions matérielles, Wesley avait trouvé quelque chose de bien plus précieux. Être présent, être là tous les jours, écouter qui s'était fait un nouvel ami à l'école, aider avec les fractions, applaudir de nouveaux croquis, sécher des larmes, la simple routine qu'il n'avait jamais connue, remplie de petits moments qui, ensemble, formaient une vie pleine. Ce n'était qu'un autre voyage d'affaires, pensa-t-il, sentant une douce certitude s'installer dans sa poitrine. Mais j'ai trouvé une famille, et enfin, j'ai trouvé ma place. Dehors, la neige continuait de recouvrir le monde de nouvelles possibilités. À l'intérieur, la simple maison, maintenant remplie de paix, Wesley Wilson, autrefois défini uniquement par son travail, reposait enfin à l'endroit qu'il cherchait depuis toujours sans le savoir, un endroit qui était maintenant chez lui. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.